La nuit, comme un tissu de velours, recouvrait les chambres impériales, où deux amoureux s'entrelacent dans une danse passionnée. L'homme, torse nu, se tenait devant Élisa. Il y avait de l'excitation dans ses yeux. Ne tremblait-elle pas de peur, s'émerveillant de son silence silencieux? Seul un lourd soupir s'échappa de sa poitrine, et elle, comme dans un tourbillon, plongea dans sa forte étreinte et ses baisers passionnés. Lorsqu'Élisabeth apparut pour la première fois devant l'empereur, elle a ensuite annoncé qu'elle portait l'enfant de Régé Christian sous son cœur. Elle apporta à l'empereur une fausse invention, tissée par désespoir de salut, et elle m'a assuré qu'elle donnerait naissance à un héritier pour le duc. Et Christian lui a donné une dernière chance. L'homme a promis qu'ils s'utiliseraient l'un l'autre par consentement mutuel. Leur mariage, scellé par contrat, n'était que l'ombre d'une véritable union. En se réveillant, Son Altesse le vit dormir paisiblement, et le silence des chambres n'était troublé par aucune nouvelle de sa condition particulière. Les termes de leur accord n'ont pas été respectés. Sa main, comme pour caresser ses souvenirs, toucha doucement ses cheveux noirs. La femme était reconnaissante pour tout ce qui les réunissait. Élisabeth exprima mentalement son espoir sincère que Christian obtienne la liberté et l'oubli. Et elle toucha légèrement son front avec ses lèvres. Son seul regret était de n'avoir jamais pu comprendre ses propres sentiments. Elle n'a jamais compris si le véritable amour brûlait dans son cœur. S'habillant dans le silence du crépuscule matinal, Son Altesse quitta les appartements, le laissant dans son propre rêve. Le lendemain, la nouvelle stupéfiante de la grossesse de Son Altesse se répandit dans le palais. L'homme serrait le rapport dans sa main. Il se souvenait de leur mariage, scellé par un contrat qui n'était qu'une formalité, et qu'elle était libre de le quitter à tout moment. Son Altesse fut surprise de voir comment elle avait osé partir, portant son enfant sous son cœur, et il ordonna d'encercler immédiatement toutes les possessions, connaissant sa santé fragile, qui ne lui permettait pas de s'échapper bien loin. D'une voix froide, il ordonna qu'Isaac aille chercher Élisabeth, réalisant que peu importe à quel point elle essayait d'échapper au destin, sa place était toujours à côté de lui, avec Régette. Il y a 7 siècles, la fureur du dragon a balayé le continent comme une tornade de feu. 5 sorciers, anciens élèves du sorcier cracheur de feu, ont trahi leur mentor. Ils se sont levés pour l'humanité. Les connaissances acquises grâce au dragon leur ont permis plus tard de résister indépendamment à son pouvoir. Un pays fondé par des sorciers qui ont sauvé des gens et apprivoisé un dragon. Elle a été illuminée par la gloire et le respect à travers le continent. Empire de l'arganier sacré du matin. Cependant, sa grandeur fut impitoyablement piétinée sous les sabots d'un royaume barbare. Comme un nuage noir, il s'est précipité du nord. Ils ont tout détruit sur leur passage. Et la noble princesse du Grand Empire, Élisabeth Isaac, reçut l'ordre d'être capturée. Alors qu'elle fuyait, elle sentait la fin s'approcher inexorablement. Et le tourbillon du destin est sur le point de l'emmêler dans ses toiles. Le camp militaire de Bonella a été secoué par des cris. Les soldats se dispersèrent comme des guêpes en hurlant. Que la femme d'Argan a tué sœur Rodericat, lui ordonnant de la retrouver. La jeune fille, abasourdie et couverte de sang, ne savait pas où courir. Finalement, le seul abri qu'elle a pu atteindre était un camp militaire ennemi. Il y a quelques heures, monsieur l'avait plaqué contre le mur, essayant de le savoir. Comment elle, sans aucune peur dans les yeux, a osé s'infiltrer dans le camp ennemi de Banella. Il a immédiatement compris qu'elle était une réfugiée d'Argan. Après tout, ses cheveux, blancs comme neige, l'indiquaient clairement. Il était intrigué. La belle princesse en fuite d'Argan est-elle la même que la fille, auquel il a essayé de s'accrocher? La princesse a essayé de libérer la magie, et l'un des cercles sculptés sur son corps brillait d'une étrange lueur. Ouvrant les yeux, elle vit qu'elle était couverte de sang. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. L'homme gisait immobile, la vie quittant son corps. Elle n'a même pas touché le cercle magique. Un guerrier ennemi est mort sous les yeux d'Élisabeth. Si elle est attrapée, il lui sera impossible de s'échapper. Elle a alors décidé de mettre fin à ses jours. Avec un tremblement, elle toucha le cercle magique sur son pied gauche. Son cœur battait à tout rompre comme un oiseau en cage, prêt à se libérer. La princesse se souvint des paroles de son frère. Ce qui résonnait dans son esprit, à propos des cercles magiques tatoués sur son corps. Ils servaient de clé à des sorts défensifs et offensifs simples. Vous devez toucher et murmurer son nom. Le cercle éveillera le pouvoir. Le tatouage sur sa cheville gauche ne devait être utilisé qu'en cas de besoin extrême. Mais la jeune fille, baignée de larmes, supplia Andréi de ne pas la quitter. Il l'encouragea, lui assurant qu'il valait mieux vivre comme esclave que mourir. Elle s'accrochait à lui, s'étouffant avec des sanglots. Effrayée et confuse, Élisabeth supplia de les accompagner, car son pouvoir magique n'était qu'une étincelle contre sa flamme.
André a souligné son statut impérial et son devoir de défendre le palais. D'un geste de la main, il créa une grande sphère magique autour de sa sœur. Ces paroles résonnèrent dans l'air. À propos de sa survie, ce qui signifierait désobéir à Argan. La fille a essayé en vain d'appeler son frère depuis la sphère scintillante. Il a supplié sa sœur de survivre à tout prix. Et puis venait lui construire une tombe. Le cœur lourd, il laissa Élisabeth sombrer dans l'obscurité. La princesse, luttant contre la panique, réalisa le fardeau qui était tombé sur ses épaules. Elle est l'unique héritière du trône d'Argan, la dernière de la famille impériale. Sa survie n'est pas seulement un désir personnel, mais un devoir sacré envers la mémoire de son frère. Elle avait besoin d'échapper au piège et trouver refuge auprès de Régal, l'allié fidèle d'Argan, là où Élisabeth espérait trouver du soutien et de l'aide. De l'extérieur de la tente parvenèrent les voix alarmées des chevaliers à la recherche de l'archiduc. Les questions sur sa présence à l'intérieur percèrent le silence, la faisant tressaillir. Le sentiment que quelqu'un se trouvait à cet endroit lui serrait le cœur. Soudain, un homme entra dans la tente, désireux de savoir ce qui se passait. Tout le monde autour criait, accusant la femme d'Argan d'avoir tué Sir Roderick. La princesse se figea, reconnaissant soudain l'archiduc Christian. Il y a 3 ans, le palais impérial d'Argan brillait de lumière. Une magnifique célébration a eu lieu en l'honneur de l'empereur André Isaac. Toute la noblesse s'est réunie pour la célébration. André, sans quitter sa sœur, a montré une grande inquiétude. Il lui a suggéré avec insistance de se reposer dans ses appartements. La princesse, ne cachant pas son irritation, refusa. Elle se plaignait des rumeurs qui se répandaient à cause de ses soins excessifs. Élisabeth était furieuse à cause des ragots. Leur relation, comme celle d'un frère et d'une sœur jumeaux, a donné lieu à des conversations inutiles. Soudain, son regard tomba sur une autre silhouette. Son frère suivit son attention. Qu'elle regardait Régette Christian, capitaine des chevaliers de Banella. Il était le demi-frère de l'empereur, mais pas par le sang. Il murmurait que sa mère était une concubine, qui lui avait donné naissance d'un homme inconnu. Mais lorsque l'empereur actuel monta sur le trône, Régette, grâce à ses exploits, reçut le titre d'archiduc. Ces origines obscures ont toujours fait l'objet de ragots. Cherchant à prouver sa force, il n'a pas reculé devant les batailles sanglantes. C'est pour cette raison qu'il fut surnommé le dieu de la guerre ou le chien de garde de l'empereur. Il était évident qu'il n'avait aucune envie de s'occuper de leur royaume. S'il la voyait à un banquet, il la reconnaîtrait immédiatement comme la princesse Argana. Des voix excitées se firent à nouveau entendre à l'extérieur, ce qui a été rapporté à propos d'un rapport urgent pour l'archiduc. La jeune fille sentit son espoir brisé, et elle réalisa que bientôt elle rejoindrait son frère. Pour une raison quelconque, il lui a ordonné de s'échapper. Soudain, l'archiduc s'agenouilla, saluant son Altesse, la princesse Argana. S'excusant pour la situation gênante, il l'invita à s'asseoir sur le lit. Gêné par ses vêtements tachés de sang, il lui demanda la permission de la toucher. La fille ne pouvait pas comprendre ses intentions, mais plus tard, elle a deviné qu'il voulait l'aider, la considérant comme blessée. Christian s'est excusé et a soigneusement essuyé ses épaules et ses bras avec une serviette. La princesse fut surprise par cette attitude. Cela ne ressemble pas du tout à une attitude envers l'ennemi. Et un faible espoir de salut surgit dans son cœur. L'homme continua de l'essuyer et leurs regards se croisèrent. Quand il eut fini, Élisabeth le remercia doucement. L'archiduc appela sur Ruban. Le chevalier entrant demanda ce qu'il faisait. Et quand il remarqua la femme, il se figea de surprise. Il savait qu'elle avait tué Sir Roderick. L'homme a reçu l'ordre strict de montrer du respect à son Altesse la princesse. Le chevalier fut stupéfait par la princesse. Christian lui a rappelé qu'elle était la dernière de la famille impériale. Et lors de son dernier voyage, il convient de lui témoigner le respect qui lui est dû. Les gardes, tels des statues de pierre, se tenaient près de la tente. Élisabeth, vêtue de vêtements propres, mangeait lentement la nourriture qu'on lui apportait. Réflexion sur les paroles de Christian. Comment il a parlé de respect pour son dernier voyage. Il lui était difficile de manger après de telles paroles. Il aurait pu la tuer immédiatement, sans plus attendre. Les chevaliers chuchotaient doucement près de la tente, discutant de la princesse que l'empereur cachait, et à propos de sa proximité avec la famille impériale. L'un d'eux rapporta que l'archiduc avait envoyé le pigeon à l'empereur pour obtenir de nouveaux ordres, et la réponse est attendue prochainement. Il a averti son ami de faire attention à ce qu'il disait. Il a également souligné le respect envers les membres de la famille impériale. Il était indigné, se souvenant de la chute de l'Empire, de la mort de l'empereur et de la destruction d'Argan. Mais en même temps, il a mis en garde contre la sous-estimation. L'homme se souvint des mythes sur l'Argan,
Le camarade, bien sûr, connaissait les sorciers qui protégeaient le continent du dragon. La fille se souvenait de son frère Andriy. Une seule famille et un bouclier d'acier qui n'était plus là. Ce derniers mots sont devenus son testament. Elle a survécu seule et elle n'a pas eu le temps de pleurer. J'avais besoin de me ressaisir et d'en apprendre davantage sur Banel. Peut-être que quelqu'un lui sauvera la vie. Les hommes, fatigués de leur service de garde, continuèrent leur conversation. L'un d'eux a fait remarquer qu'ils reviendraient bientôt. Un autre répondit que Sa Majesté avait toujours été méticuleuse à l'égard de l'archiduc. Il voulait qu'il ait un héritier en bonne santé. Son partenaire lui demanda avec surprise si la lignée s'était vraiment éteinte. Après tout, l'archiduc est une personne inhabituelle. Y avait-il une femme capable de donner naissance à un demi-dragon? La princesse entendit les paroles concernant le demi-dragon. Créature décrite dans les livres que je lis. Les créatures sont jeunes, insaisissables, inhumaines. Ils avaient une intelligence faible et de faibles compétences sociales. Et l'incapacité à contrôler la folie du dragon qui coulait dans leurs veines. Et puis, ils avaient une apparence laide. Elle a tout compris. Alors Régette Christian était à moitié dragon. 5 jours plus tard, la princesse était toujours dans la tente du camp. Christiana et son assistante lui ont rendu visite. Ils lui ont apporté un plateau avec des objets de suicide. Élisabeth se demandait si la princesse d'un empire déchu méritait de tels honneurs. L'archiduc a annoncé une lettre de Sa Majesté l'Empereur. La princesse réfléchit. Qu'elle soit amenée dans la capitale de Banela et décapitée publiquement. Elle resta silencieuse, considérant la situation. Choisir la mort, c'est respecter. La mort la plus luxueuse pour un membre de la famille impériale vaincue. En choisissant la mort, Élisabeth a sauvé la face à l'ennemi. Mais comment survivre tout en préservant son honneur? Christian, baissant la tête, répéta le message de l'empereur. L'homme le plus fort et le plus influent du camp et de l'État. Il était censé laisser un héritier. La princesse, avec une dignité qui ne s'estompait pas même face à l'inévitable, demanda « Que se passera-t-il si elle refuse la mort qui lui est imposée ?» Christian, inclinant la tête en signe de soumission, répondit qu'il exécuterait l'ordre de Sa Majesté. Il la livrera personnellement à Banela, saine et sauve. Élisabeth prit le couteau avec hésitation et examina soigneusement sa lame. Elle ne pouvait qu'espérer l'intégrité de l'auteur de la lettre. La jeune fille a annoncé son intention de ne pas se suicider. Et elle a insisté pour qu'elle soit emmenée vivante à la capitale de Banela. Et avec ces mots, elle enfonça le couteau dans sa poitrine. Christian pâlit et ramassa son corps épuisé. La jeune fille a discrètement demandé à être prise vivante. L'obscurité engloutit sa conscience. Quelle que soit la souffrance qu'elle devra endurer, elle survivra. La dernière goutte de la grandeur d'une dynastie disparue pulsait dans ses veines. Élisabeth était allongée sur le lit, pâle et inconsciente, perdue dans un sommeil silencieux. L'archiduc était assis à proximité, comme une statue de pierre. Son regard errait sur son visage calme, tandis que ses pensées faisaient rage comme une mer agitée. Chaque fois qu'elle essayait de s'échapper, son corps était couvert de blessures. La princesse voulait-elle vraiment mourir? Ces actions ressemblaient à une danse complexe. Le but était de gagner Christian à ses côtés. Personne n'aurait pu l'imaginer. Qu'elle utiliserait l'ordre impérial comme un bouclier incassable, exigeant une livraison sûre vers la capitale. Une révélation soudaine le transperça comme un éclair. Il comprenait maintenant pourquoi l'empereur l'avait si soigneusement protégé des regards indiscrets. Sa beauté, brillant même à travers le voile de l'inconscience, était une arme dangereuse, capable de troubler l'esprit de n'importe qui. Soudain, la voix de la princesse rompit le silence. Elle se tourna vers l'archiduc, lui demandant s'il voulait lui dire quelque chose. Sa surprise ne connut pas de limite lorsqu'elle ouvrit les yeux. La fille faible mais déterminée lui demanda s'il n'avait vraiment pas remarqué qu'elle n'avait pas dormi. Pour Élisabeth, il semblait qu'il évitait délibérément la conversation. Ses doigts touchèrent la blessure et elle murmura. Peut-être que seul du sang neuf le fera parler. Christian soupira lourdement, baissa la tête et ferma les yeux. Selon lui, son Altesse devrait savoir se protéger, et prit soigneusement sa main tendre. Mais la jeune fille, baissant les yeux, s'éloigna avec indifférence. Elle savait qu'à son arrivée à Banela, la mort l'attendait, et elle ne l'a pas laissé la toucher. Élisabeth saisit soudain sa grande main courageuse. Avec une expression sérieuse sur son visage, elle demanda si sœur Christian était mariée. Comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, sa question survint, le surprenant. Il a répondu qu'il était célibataire, et elle semblait convaincue que beaucoup rêveraient de devenir sa femme. La question de savoir pourquoi il n'était toujours pas marié la hantait. L'archiduc ne savait pas si elle était au courant des terribles rumeurs. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un père oserait marier sa fille à un homme considéré comme inhumain. La princesse savait qu'il s'agissait d'une créature inhabituelle,
à moitié dragon, dans les veines desquelles pulsait le sang d'un ancien dragon. Et en plus, il n'est pas humain. La créature avait du mal à contenir sa nature, car la folie du dragon faisait rage dans son âme. Seuls des meurtres périodiques pouvaient calmer sa bête intérieure. Une race maudite, condamnée au tourment éternel. Élisabeth a assuré que les rumeurs sont souvent loin de la vérité. Et j'ai entendu dire que l'empereur Banella rêvait d'un héritier. Christian m'a assuré qu'il n'avait pas un hobby aussi étrange. Tuer une femme pour l'espoir illusoire d'un héritier. Et il n'avait aucune envie de voir du sang. Il remarqua comment ses doigts serrant sa main tremblaient soudainement. L'homme fut surpris de voir que la jeune fille, prise de peur, ne lâchait pas sa main. La princesse savait que pour une femme ordinaire, cela aurait été fatal. Elle a affirmé que le pouvoir des sorciers avait été transmis par l'ancêtre de la famille Argan. Après tout, le pouvoir des sorciers coulait dans les veines de l'ancêtre Argan et de ses descendants. En entendant cela, l'homme fut surpris et demanda si elle était une sorcière. La princesse répondit mystérieusement. Et elle a raconté les nombreux mythes sur les dragons qui circulaient dans la famille impériale. Dans sa tête, comme un éclair, une connexion s'établit entre des faits disparates. Des dragons, des demi-dragons et cette femme. Ce qui semblait être lié à lui. Christian observait la princesse, essayant de déchiffrer ses intentions. Espérait-elle vraiment susciter sa pitié? Mais pourquoi? Alors qu'on lui avait déjà promis une mort digne de sa noble origine. Pourquoi a-t-elle choisi un chemin si difficile? Il répondit donc froidement à la princesse qu'il n'avait aucune intention de l'aider. Et il ajouta d'un ton sévère qu'elle ne devrait même pas penser à faire des choses insensées. La fille n'a pas abandonné. Sa voix résonna à travers les murs froids de la tente, essayant de percer l'armure de l'archiduc. Elle était prête à tout, même tomber à genoux, implorant la miséricorde. Mais il s'y opposa froidement, lui demandant de ne pas dire des choses absurdes, de ne pas s'humilier. Ses yeux se remplirent de larmes, supplia-t-elle. Élisabeth espérait éveiller au moins une goutte de sympathie chez l'archiduc. Mais il répondit que ses larmes ne faisaient que le rendre encore plus désolé qu'il ne l'était déjà. La jeune fille ne pouvait pas comprendre son indifférence face à sa souffrance. Il ne la laisserait pas plier les genoux, sans lui donner la moindre once d'espoir. Le désespoir de la princesse atteignit son paroxysme. Que faire pour émouvoir son cœur de pierre? Elle lui demanda donc de rester à ses côtés, de ne pas quitter la tente un seul instant. Il baissa la tête en signe d'accord, si tel était son ordre. Élisabeth s'est excusée de l'avoir dérangé. Et lui tenant fermement la main, elle l'avertit doucement. Il a lui-même déclaré que sa vie pouvait prendre fin à tout moment. L'archiduc haussa les sourcils de surprise. Et elle lui embrassa tendrement la main, laissant entendre que c'était le moins qu'il puisse faire pour elle. La nuit tardive enveloppait le camp de silence. Seuls les pas du garde traversaient l'obscurité, gardant sa tente. La princesse dormait paisiblement. Christian, assis à côté de lui sur un tabouret, s'est également endormi. Les rêves se sont mêlés à la réalité, et elle a vu son frère. Il se tenait devant elle, aussi gentil et proche que jamais. Élisabeth se sentit désolée. Si elle était devenue impératrice, elle serait morte, mais il aurait survécu. Un frère avec détermination et force aurait pu sauver Argan de la chute. Après tout, il était de ceux qui atteignaient toujours leur objectif et ne connaissaient jamais la défaite. Andry lui a assuré que sans elle, il n'était rien. Son existence avait perdu son sens. Il la supplia donc de l'écouter, d'entendre ses paroles comme si elles étaient les dernières. Il a insisté sur le fait qu'elle était bien plus étonnante et plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Qu'elle est la princesse d'Argan, digne du respect et de l'honneur universel. Mais la jeune fille nia amèrement, baissant les yeux. Si son frère savait quel plan elle préparait, il la mépriserait pour le reste de ses jours. Élisabeth a promis qu'elle prendrait certainement soin de sa pierre tombale. Il le rendra grand et digne de sa mémoire, puis il partira. L'archiduc se réveilla de sa rêverie. Il avait entendu parler de sa maladie, mais il ne pensait pas que ce soit vraiment vrai. La fille avait froid. Elle délirait. Chaque émotion avait sa propre base, sa propre raison, même si c'était caché dans les profondeurs du subconscient. Malgré le fait qu'il n'avait vu la princesse qu'une seule fois. Il y a 3 ans, son image était gravée dans sa mémoire comme un précieux fragment de souvenir. La princesse était pour lui un trésor inaccessible, une pierre précieuse que l'archiduc n'osait pas toucher, une femme qui brillait si fort, comme le soleil incarné. Christian croyait que le temps était irrémédiablement perdu pour lui, que des opportunités étaient gâchées. Il se leva donc de sa chaise et s'approcha d'elle en silence. En touchant son visage, l'homme sentit son corps brûler de chaleur. Et puis il posa soigneusement et doucement sa main sur son épaule. Élisabeth ouvrit soudain les yeux et son regard était perçant.
Elle prétendait, comme si elle prononçait une phrase qu'il ne la comprenait pas. Christian frissonna, pensant qu'elle s'était réveillée à cause de sa présence. La fille l'attrapa fermement par le col de sa chemise, et elle leur a demandé de ne pas trop se mettre en colère à leur arrivée dans la capitale. La princesse lui murmura à l'oreille que c'était sa dernière tentative pour se sauver. L'homme n'a pas compris ses paroles. Admettant qu'il pourrait la prendre pour folle, elle le supplia de considérer son importance. Et puis elle s'est évanouie dans ses bras. Le temps passa imperceptiblement et ils partirent en voyage vers Banello. Dans un voyage qui devint pour Élisabeth le chemin vers une mort inévitable. Elle était à cheval, à côté de Christian. Le crépuscule tombait sur le sol, et les chevaliers décidèrent d'installer leur camp sur la rive du lac. L'archiduc annonça avec bienveillance qu'il s'occuperait d'un endroit où elle pourrait se reposer, et lui a demandé d'attendre un peu. La jeune fille en deuil ne se souciait pas de l'endroit où elle allait rester, mais l'homme craignait qu'elle ait à nouveau de la fièvre. Leur voyage devra être reporté sine die. La princesse alarmée réalisa que son chemin vers la fin était constamment retardé. Mais Christian a nié ses craintes. La fille était surprise et embarrassée. Il lui semblait que tout le monde l'évitait délibérément. Peut-être parce qu'elle avait l'air fatiguée et sale. En chemin, Élisabeth crut voir le lac, mais dans une direction différente. L'archiduc fut surpris et demanda ce qui s'était passé. La fille a expliqué qu'il y avait soi-disant un lac dans la forêt, et elle se demandait si elle pouvait se laver là-bas. L'homme resta silencieux au début, et puis il a insisté pour le diriger personnellement. La princesse s'indigna d'une telle proposition. Mais il était catégorique, ce qui a surpris ses subordonnés. La princesse irritée était sur le point d'exprimer son mécontentement. Mais ensuite, j'ai pesé le pour et le contre. Et en effet, cela aurait pu être une bonne opportunité pour elle. Et ce serait encore mieux si le plus de gens possible les voyaient ensemble. Finalement, elle accepta de l'accompagner et ils partirent vers le lac. La lune brillait intensément, illuminant le lac de sa lumière bleue. Christian s'approcha de lui et goûta l'eau. Elle lui parut froide. Il s'inquiétait de savoir si la princesse serait à l'aise. Mais Élisabeth m'a assuré que tout allait bien. L'homme l'a averti de faire attention et de ne pas mouiller la plaie. La fille pensait qu'elle devait essayer de vérifier quelque chose. Et elle commença à enlever son manteau et à déboutonner sa chemise. L'archiduc n'avait pas changé depuis sa première rencontre. Cependant, elle se souvenait encore de la chaleur émanant du corps puissant qu'il avait reçu ce jour-là. Elle est restée avec une seule chemise. Et elle commença à déboutonner le dernier bouton de sa poitrine, appelant Sœur Christian. Mais il a prévenu que le vent était encore froid, et il commença à remettre la chemise qui était tombée de son épaule. La fille a dit qu'elle voulait se laver tout le corps, mais l'archiduc, l'attachant, l'avertit. Cela ne fait même pas 3 jours que la température a baissé. Il lui chuchota à l'oreille. Je le supplie de ne pas le mettre à l'épreuve. Sa voix tremblait, trahissant une lutte intérieure. Après tout, il avait déjà clairement fait savoir qu'il ne pouvait pas l'aider. Élisabeth se sentait écrasée et souillée, comme une fleur piétinée dans un marais. Princesse Arganue, fière et imprenable, qui s'est présentée devant le commandant de l'armée ennemie sous les traits d'un pitoyable captif. Son honneur a été bafoué dans la poussière, et pourtant, malgré son humiliation, il resta honnête et fidèle à son honneur chevaleresque. Comme un rocher au milieu d'une mer agitée, l'homme marchait prudemment, craignant la mousse glissante sur les pierres, et l'a averti du danger. Puis, regardant la princesse avec anxiété, il fit son rapport. Quant au village le plus proche avec un hôtel, ils l'atteindront demain. Il a supplié d'être patient un autre jour. Après tout, changer d'itinéraire à notre propre discrétion n'était pas judicieux. La fille a seulement demandé la permission de se laver les mains et les pieds. Ses yeux étaient embrumés par la pensée. Elle marcha lentement vers le lac, entrant dans l'eau fraîche. Cette pensée s'emballait, se demanda-t-elle. Un homme noble avec une âme aussi pure sera-t-il capable de pardonner? Qu'avait-elle prévu de faire à Banella? Nous sommes à la mi-mars. 1 mois et demi s'est déjà écoulé depuis qu'Élisabeth a été capturée par les chevaliers. Finalement, ils atteignirent l'Empire Banel, qui s'étendait sur la partie nord-ouest du continent. Depuis la colline, on avait une vue sur le majestueux palais. L'archiduc aidait la princesse à descendre de son cheval, et un régé excité courut vers lui. Il annonça que Yanok Sihat, le prince du royaume du Gel, était arrivé. Élisabeth frissonna de peur. L'assistant, remarquant sa réaction, ajouta qu'ils ne s'attendirent pas à ce que le prince arrive au château. Soudain, la voix de Sihat se fit entendre, s'adressant à l'archiduc. Lui, ne cachant pas son audace, demanda si c'était lui qui avait capturé la princesse Argana. Le prince a exprimé sa curiosité quant à savoir si elle était à proximité.
On sait qu'Ugel est un vieil ennemi d'Argan. Ce sont eux qui ont infligé une défaite écrasante à l'Empire. La jeune fille sentit un frisson la parcourir. Mais Christian s'en aperçut et la serra fort contre lui, essayant de la calmer. Yanoxiat n'a pas caché son mécontentement. Il parcourut un long chemin jusqu'au château impérial d'Argan, désireux de voir son visage incomparable. Cependant, elle s'est échappée. Le prince, ayant entendu parler de sa beauté légendaire, considéra qu'il était de son devoir de la voir au moins une fois avant sa mort inévitable. Regrettant l'opportunité perdue, il se tourna vers son frère, maître Bunel. Avec une demande persistante de la délivrer indemne, il s'inclina devant l'archiduc. Et il a exprimé son désir ardent de recevoir un cadeau aussi précieux. Lorsque le prince tendit la main pour toucher la princesse, elle frissonna involontairement. Submergée par la peur de la réaction possible du cercle magique, l'archiduc ne le lui permit pas et lui ordonna de se retirer, expliquant strictement qu'il avait reçu l'ordre de livrer la princesse à Banel, mais pas de la remettre à Ugel. Et il a souligné que cela nécessitait l'autorisation personnelle de l'empereur. Jusqu'à ce que son Altesse émette un ordre, le captif restera sous la juridiction de Bunel. Christian ne tolérait aucune ambiguïté. Il a déclaré que la princesse serait sous sa garde. Il lui tendit la main et ils se dirigèrent vers le palais. Yanoxiat est rempli de rage, serrant les poings, incapable de cacher son irritation. Il a promis mentalement qu'il verrait qui gagnerait. Ils ont été accueillis avec de vives félicitations au palais. Son Altesse attendait l'archiduc dans une salle spacieuse, assis sur un haut trône. Empereur Banela Neuer Erderic. Il a exprimé ses félicitations au commandant en chef pour le succès de la mission. Son Altesse interrogea Redje, désireux de le savoir. La princesse a-t-elle désobéi à l'archiduc? Christian, agenouillé devant l'empereur, lui assura que tout était calme. Aucun signe de rébellion n'a été observé. L'empereur réfléchit, perdu dans ses pensées. Il croyait que la princesse s'était suicidée depuis longtemps. Son apparition inattendue le rendit donc méfiant. L'archiduc se souvint comment elle avait supplié dans le camp de ne pas être laissée seule un seul instant. Et aussi des mots mystérieux sur la venue dans la capitale et une demande de ne pas se mettre en colère. L'empereur rapporta qu'Ugel avait exigé que la princesse lui soit remise. Il était consumé par la curiosité, se demandant s'il voulait lui trancher la gorge lui-même. Christian fut surpris d'apprendre qu'il prévoyait de la tuer. L'empereur confirma cela, ajoutant qu'après cela, ils voulèrent faire d'elle un épouvantail. Rejet espérait que l'empereur ne donnerait pas sa permission. Mais son Altesse a expliqué qu'elle était la dernière de la famille impériale. Il a rapporté qu'ils avaient convenu de l'emmener sur la place et de l'exécuter publiquement. Et puis, remettez le corps à Ugel. L'archiduc a demandé quand l'exécution aurait lieu. L'empereur a annoncé que cela se ferait dans 5 jours, croyant que cela mettrait fin à la dépendance des États d'Argan. Son Altesse réfléchit. Si le jeune empereur n'avait pas été si fier, il aurait peut-être survécu. S'imaginant à sa place, il supplierait Ugel. L'empereur remarqua que Rejet, debout devant lui, était clairement distrait et perdu dans ses pensées. Curieux, il lui demanda à quoi il pensait. L'archiduc disparut vaguement, et d'une voix calme, il m'a assuré qu'il n'y avait rien de spécial dans ses pensées. L'empereur, connaissant l'honnêteté de son frère, remarqua la fausseté de ses paroles. Il fut surpris que Rejet ne comprenne pas ses allusions. L'archiduc répondit qu'il ne comprenait rien, ce qui causa la confusion de son Altesse. Après cela, il y eut le silence. L'empereur rompit le silence et demanda « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'inhabituel à la princesse pendant leur voyage ?» Cette question surprit l'archiduc. Christian répondit calmement que rien ne s'était passé. Sa mémoire lui revint involontairement à l'épisode du lac, quand la princesse a essayé de le séduire. L'empereur, malgré ses assurances, insista pour qu'il se repose, nous rappelant que même les dragons ont besoin de repos. Son Altesse s'est mise au travail. Il a insisté pour que l'archiduc examine la liste mise à jour des mariés dans son bureau. L'homme a exprimé son mécontentement face à la longue attente de Christian. Et il m'a rappelé les raisons de sa nomination à ce poste. Lorsque l'archiduc apparut au palais, l'empereur le remarqua. Le fait que les dragons aient des qualités humaines est un héritage précieux qui ne peut être perdu. Voyant le garçon effrayé, son Altesse lui tendit doucement la main. Je suggère de le prendre et de faire confiance à la personne. Christian rappela à l'empereur ses avertissements répétés. Dans le cas du mariage, la naissance d'un héritier reste une affaire extrêmement difficile. Même si la femme peut subvenir aux besoins de sa famille, sa vie sera en danger. Elle mourra pendant l'accouchement. L'empereur insista, citant l'exemple de sa mère, qu'elle ait donné naissance à un archiduc, comme preuve de la possibilité de donner naissance à un héritier malgré les difficultés. Christian, ayant signalé sa fatigue, s'apprêtait à partir.
L'empereur mécontent exprima son opinion après lui. Que refuser de se marier condamnerait l'archiduc à une vieillesse solitaire et à la mort. Et soulignant son caractère complexe, il dit au revoir. Alors que Christian marchait dans le couloir, son esprit revenait sans cesse aux paroles de l'empereur, à son affirmation pleine d'assurance que sa mère avait fait face à la situation. Contrairement à l'empereur, il connaissait l'amère vérité. Sa naissance a coûté la vie à sa mère. Un demi-dragon est né, terrifiant dans sa nature. Chacun d'eux est né à travers la dissection brutale de l'utérus de la mère. Et presque toutes les femmes qui ont osé leur donner la vie sont mortes dans d'atroces souffrances. C'est pourquoi Christian était catégorique dans sa décision de ne pas se marier. Il ne pouvait plus être témoin d'une telle horreur. À chaque instant passé entre ces murs, son irritation grandissait. L'homme a estimé que retourner à Rothier serait une sage décision. Mais avant de quitter les murs du palais, son cœur désirait ardemment voir la princesse au moins un instant. Condamné à l'obscurité du donjon, il ne savait pas comment se comporter lors de leur rencontre. Lorsqu'il arriva au cachot, il la vit avec de lourdes chaînes en métal. Christian a soigneusement retiré les chaînes, et il banda ses poignets blessés avec un chiffon doux, essayant de soulager la douleur. Élisabeth, en le regardant, ne pouvait pas comprendre ses intentions. Plongée dans ses pensées à propos de cet homme étrange, elle entendit soudain la voix provocante de Siyat. Le prince exprima sa curiosité quant à la beauté de l'empereur. Cela a provoqué une exclamation de colère de la part d'Élisabeth qui a prononcé son nom. Il était heureux qu'elle se souvienne de lui, et il a essayé de toutes ses forces de découvrir la vérité. Mais il s'est heurté à un mur d'incompréhension. Enragé, Siyat l'a traité d'idiote. Il se demandait comment elle pouvait ne pas être au courant du transfert du pouvoir magique de l'empereur. Des images de cercles magiques ont refait surface dans sa mémoire. La princesse supposa qu'il parlait d'eux, mais elle réalisa que ce secret n'était connu que d'elle et de son frère. Siyat ouvrit brusquement la porte et fit irruption dans le cachot, déterminé à tester sa force vitale et à libérer ses pouvoirs magiques. Le prince ouvrit la porte et tendit la main, essayant de toucher Élisabeth. La panique s'empara d'elle. Elle chercha désespérément le salut, essayant de se protéger. Alors que son regard se figeait, elle entendit plus tard un bruit sourd. Ouvrant les yeux, la princesse vit Siyat inconscient sur le sol. Et au-dessus de lui se dressait l'archiduc. La fille fut surprise par son apparition inattendue. Son esprit ne parvenait toujours pas à comprendre les véritables intentions de cet homme mystérieux. Christian a montré une préoccupation inattendue pour le condamner. Il a protégé ses poignets blessés des chaînes et l'a sauvé de la cruauté du prince. Peut-être était-il seulement guidé par l'ordre de l'empereur, qui lui demandait d'aider les faibles. Avait-il d'autres motivations plus profondes? Son cœur était rempli d'une gratitude infinie. Fragile et effrayée, Élisabeth remercia silencieusement son sauveur, et elle jura mentalement qu'elle n'oublierait jamais sa gentillesse. Le jour arriva où la punition d'Élisabeth Isaac devait être exécutée. L'archiduc, se préparant à partir, s'apprêtait à quitter les murs du palais. Son fidèle assistant Ruben rapporta qu'il ne restait plus qu'à charger les cadeaux, donnés par les mains de Sa Majesté. Christian, rassemblant son cheval, hocha la tête en signe d'accord. Il a ajouté que dès que tout serait prêt, il partirait immédiatement. Ruben, incapable de contenir son indignation, exprima une sincère surprise à propos de la réticence de l'archiduc à visiter la place. Mais Christian ne comprenait pas les raisons d'une telle insistance. L'assistant, se grattant l'arrière de la tête avec confusion, lui rappela l'exécution de la princesse à midi. Alors tout va bientôt commencer, et une foule s'est rassemblée sur la place depuis le matin, assoiffée d'un spectacle cruel. L'assistant a ajouté que la foule rassemblée sur la place appréciait les ragots. Et certains s'attendent même à un miracle, comme la disparition magique d'une princesse. Christian n'avait plus la patience d'écouter des bavardages vides de sens. Et il ordonna aux garçons d'arrêter de dire des bêtises et de vérifier s'ils avaient oublié quelque chose d'important. Après tout, il n'avait pas l'intention de retourner dans la capitale de sitôt. Ruben a de nouveau interrogé le commandant en chef sur la visite de la place, mais il ne rencontra chez Christian qu'un regard indifférent, qui ne voyait aucun intérêt à sa présence là-bas. L'assistant se souvient avoir accompagné la princesse pendant près de 2 mois. Et en plus, le gars a remarqué leur relation étroite, intime et secrète. Christian, ne voulant pas perdre de temps, ordonna des préparatifs immédiats pour le départ. L'assistant déprimé a dissipé le doute concernant l'absence de toute relation entre Christian et la princesse. À ce moment-là, l'horloge sonna, signalant l'arrivée de midi. L'archiduc monta à cheval et leur ordonna de partir. Soudain, une servante sortit en courant des chambres du palais. Son visage était déformé par l'anxiété.
Elle haletait et appelait l'archiduc, annonçant une convocation immédiate à Sa Majesté. Et elle murmura quelque chose d'inaudible à propos de la princesse Argan. L'empereur, ayant reçu la princesse dans ses appartements, attendait ses paroles. Il sentait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Élisabeth, agenouillée devant son Altesse, hésita, se rendant compte qu'elle avait déjà franchi la ligne d'une mort digne. Son peuple, le peuple d'Argan, l'aimait sans même voir son visage. Et la princesse ne pouvait pas être à la hauteur de leurs attentes. Élisabeth sentait le poids de la trahison peser sur ses épaules. Après tout, elle s'est détournée d'eux, essayant de s'échapper seule. Mais la princesse savait qu'elle devait survivre. Pour offrir à mon frère une sépulture digne, et pour apaiser l'esprit triste du peuple d'Argan, vaincu par les barbares, l'empereur vit sa lutte intérieure et l'appela. Elle avait revécu mentalement ce moment des centaines de fois au cours du mois dernier. Et maintenant, d'une voix tremblante, elle annonça qu'elle portait l'enfant de l'archiduc Christian sous son cœur. Cette nouvelle pourrait être un tournant dans son destin. Son Altesse était stupéfaite, incapable d'en croire ses propres oreilles. Elle a dit qu'elle portait l'enfant de l'archiduc. La princesse confirma, ne laissant aucun doute. L'empereur est étonné que Rejette ait passé la nuit avec une femme sur le champ de bataille. Il ne pouvait pas croire à une telle possibilité. Cependant, après un moment d'hésitation, il l'informa, ne sachant pas si elle avait entendu. Cet archiduc Christian n'est pas tout à fait humain, mais à moitié dragon. L'empereur lui demanda si elle savait qu'une femme humaine ne pouvait pas porter la progéniture d'un demi-dragon. La princesse était silencieuse, la tête baissée, et a-t-elle réalisé les conséquences lorsqu'elle a accepté? Il a également demandé comment la princesse avait découvert sa grossesse et quelles preuves elle possédait. Élisabeth m'a parlé de son frère jumeau, un sorcier, et qu'elle vérifiait l'état de son corps avec la magie qui coulait en elle. Elle n'avait pas la même force que son frère, mais elle pourrait utiliser une petite quantité de magie pour ressentir les changements dans son corps. L'empereur écoutait attentivement, réfléchissant. N'était-ce pas une tentative de retarder l'exécution? Il a osé lui demander directement à ce sujet. La princesse s'inclina profondément devant l'empereur. La main sur le cœur, elle a insisté sur le fait que la décision appartenait à son Altesse. L'empereur s'y opposa, affirmant que c'était l'archiduc qui prendrait la décision. À ce moment-là, les portes du palais s'ouvrirent et Christian entra. Sa Majesté s'adressa à l'archiduc, et il demanda avec mécontentement si les paroles de la princesse étaient vraies. Mais l'homme ne savait pas exactement ce qu'elle disait. L'empereur enragé exigea une réponse immédiate. Tout d'abord, Christian a demandé la permission de parler seul à la princesse. Son Altesse tapota le trône avec impatience, indiquant clairement qu'il n'avait pas l'intention d'attendre. L'archiduc prit cela comme une permission et conduisit la princesse hors du palais. Le seigneur, de retour auprès de sœur Reuben, lui ordonna de révéler tous les détails de leur voyage. Il voulait tout savoir. Que s'est-il exactement passé entre la princesse et l'archiduc sur le chemin de la capitale? Et demandait de ne manquer aucun détail. Dans le silence du jardin, seul Christian, plein de colère, se tourna vers la princesse, la traitant de folle et exigeant une explication sur ce qu'elle faisait. Une Élisabeth, le cœur brisé, s'excusa à peine de manière audible. Mais le mari, en colère, a rejeté ses excuses. Il voulait savoir pourquoi elle avait menti. Avec de la douleur dans la voix, la jeune fille répondit qu'elle connaissait elle-même la raison. Elle ne voulait pas mourir et devait faire quelque chose pour survivre. Mais Christian a insisté sur le fait que la princesse aurait pu trouver un autre moyen, plus intelligent, sans l'impliquer dans une tromperie devant le souverain. Alarmée, elle lui demanda avec crainte s'il lui avait permis de choisir un autre chemin. L'archiduc assura que s'il avait connu ses intentions, il aurait trouvé une autre issue. Mais la princesse s'y opposa amèrement. Il prétend obstinément qu'il ignorerait simplement ses supplications. Élisabeth savait qu'il l'ignorerait tout simplement, comme il l'avait fait à plusieurs reprises. L'archiduc a déclaré ouvertement qu'il n'avait aucune intention de l'aider, et il a même supposé qu'elle avait déjà été exécutée sur la place, malgré le peu de soins qu'il lui témoignait par pitié. Christian n'avait aucune intention de la sauver. Elle savait que l'empereur voulait un héritier. Alors elle lui a dit qu'elle portait un enfant, et elle a fortement suggéré à l'archiduc de l'utiliser. La princesse comprit que Christian était irrité par l'idée d'une conception forcée. Elle pensait que cela avait également du sens pour lui, et lui a demandé d'y réfléchir. L'archiduc se rappela qu'elle venait de déclarer qu'elle était prête à accepter une mort horrible, et il lui a demandé si elle voulait vraiment donner naissance à son enfant. Il lui a également demandé si elle comprenait. Pourquoi, malgré le désir fervent de l'empereur d'avoir un héritier, cela n'est-il pas encore arrivé? Si seulement Élisabeth avait connu la vérité dès le début. Elle n'aurait pas fait une telle proposition, car son seul motif était la survie.
Christian s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. Et il pensait que même avec une légère poussée sur son poignet, il pourrait facilement lui briser les os. Il s'inquiétait de savoir pourquoi il semblait si sûr de lui à ses yeux. Et peut-être qu'il a raté quelque chose d'important. La princesse frissonnait à chaque regard qu'il lui lançait, sentant la peur lui serrer le cœur. Elle comprenait ses pensées. Le visage de Christian était figé dans une indifférence impénétrable, comme s'il n'avait pas vu son désespoir. Elle s'est amèrement excusée d'avoir terni son honneur. En réponse, il le lui rappela d'une voix rauque. « J'ai déjà dit que je ne pouvais pas l'aider. » L'archiduc lui assura qu'il ne l'empêcherait pas de sauver sa vie. À sa place, il aurait imploré la clémence de l'empereur. La princesse pouvait tout offrir en retour. Des secrets connus d'elle seule, des trésors, des connaissances sur les dragons. Avec une lueur de détermination inébranlable dans ses yeux, la jeune fille a fait une déclaration. Qu'elle est prête à tout donner, même son honneur. Mais pas la terre que son frère et son peuple défendaient. Son âme ne pouvait accepter une telle honte. Elle ne pouvait pas et n'avait pas le droit de payer un prix aussi bas pour son salut. Christian la regardait avec un détachement glacial. Et il se demandait si elle ne pensait pas que le suicide noble était une fin appropriée pour l'empire d'Argan. Élisabeth, baissant les yeux, réalisa qu'il insistait pour avoir une belle mort. Les mots qu'il avait autrefois appelés à la vie semblaient désormais vides. Elle a compris que même dans la lutte, elle ne pourrait rien changer. Et que le retour à Argan ne fera pas revivre l'empire détruit. Les paroles de son frère selon lesquelles sa survie deviendrait un symbole de l'invincibilité d'Argan troublèrent son âme. Elle ne pouvait pas trahir ces mots par la mort. Avec dignité, la princesse a dit à Christian qu'elle n'était pas comme les femmes ordinaires. Bien que ses capacités magiques soient inférieures à celles de ses frères, elle possédait toujours du pouvoir. L'archiduc gardait un sang-froid glacial. Je lui ai demandé pourquoi elle s'était laissée conduire à Banel, si impuissante. Il a exprimé son indignation avec hauteur. Qu'il n'avait aucune envie de comprendre une femme qui ne valorisait pas son propre corps. Il a donc décidé de lui laisser le temps de réfléchir. Christian a promis de revenir le lendemain, parce qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il y avait du désespoir dans la voix de la princesse lorsqu'elle déclara qu'il était son seul espoir. Elle lui a fait sa demande en mariage, et désormais seule sa volonté décide de son sort. L'homme, sans dire un mot, se retourna et se dirigea vers le palais, la laissant seule avec ses pensées dérangeantes. Christian se présenta devant l'empereur, qui attendait sa réponse avec impatience. Le souverain était rongé par l'inquiétude de savoir si l'archiduc avait passé la nuit avec la princesse. Le commandant en chef, réfléchissant, resta silencieux dans la confusion. Il ne pouvait pas se résoudre à leur dire qu'ils partageaient un lit. L'empereur préjugé remarqua son embarras. « Et j'ai réalisé qu'ils avaient passé la nuit ensemble ?» Le duc, embarrassé, essaya de se justifier. Mais son Altesse, voyant son retard, comprit tout. Il savait qu'ils avaient passé tout le temps ensemble pendant le voyage à Banel. Le souverain, qui n'avait toujours vu chez l'archiduc qu'une froideur insensible. J'ai dû réaliser et admettre mon erreur. Christian, pris de colère, exigea des explications de son assistant. Qu'a-t-il dit à Sa Majesté? Le jeune homme effrayé détourna le regard. Il n'a transmis que ce qu'il a vu et entendu, seulement la vérité. Comment ils ont passé tout le voyage ensemble pendant 1 mois et demi. L'empereur, brûlant de colère, écarta tout doute sur la véracité de l'information. Il était au courant de la visite de l'archiduc à la princesse en prison. Avec un sourire à peine perceptible plein d'audace, l'empereur suggéra. Le but de la visite était de vérifier si la princesse portait sa progéniture. L'archiduc maintint une indifférence glaciale, et il demanda pourquoi il avait été convoqué si l'empereur était si sûr de ses conclusions. Bien que le souverain connaissait déjà la réponse lorsque Christian conduisit la princesse hors du palais. Pourtant, il ne pouvait pas éviter une question importante. Il rapporta qu'il avait envoyé le médecin impérial auprès de la princesse, pour une confirmation définitive de sa grossesse, qui ne sera reçue qu'après un examen. L'empereur, plein de doutes, demanda à Redjet s'il était sûr de sa paternité. L'archiduc ne pouvait pas comprendre ce que voulait dire Sa Majesté. Après tout, la princesse prétendait l'avoir séduit dans le camp. La jeune fille n'a pas quitté les murs du château, étant sous la surveillance étroite de son frère. Des rumeurs se sont répandues dans tout Argonne selon lesquelles leur relation allait au-delà du simple amour fraternel. Le souverain supposait que le défunt empereur avait une liaison avec sa sœur. Christian, incapable de contenir sa colère, interrompit son Altesse. Il remarqua que l'empereur diffamait l'honneur de la princesse Argan. Sa Majesté répondit que même si la princesse avait menti, il n'avait aucune intention de la calomnier. Mais avec une lueur malicieuse dans les yeux, ajouta-t-il. Si elle osait mentir, elle n'échapperait pas à la punition. L'empereur la donnera vivante au prince Ugel.
Et puis les jumeaux se rencontreront dans l'au-delà. L'archiduc, profondément troublé, baissa la tête. Et avec une tristesse à peine audible dans la voix, il a dit qu'il ne savait pas à quoi ressemblait sa vie à Argan. Il a tiré des conclusions de ses propres observations. La princesse n'est pas du genre à recourir à des actes vils et à la débauche. Le chrétien attentif a pris en compte sa mauvaise santé. Que même les tâches ordinaires étaient confiées à la princesse avec beaucoup de difficultés. Doutant, le souverain demanda si la princesse portait vraiment son enfant. Christian répondit avec une confiance inébranlable qu'elle ne connaissait pas d'autre homme. Après avoir parlé avec l'empereur, il marcha silencieusement dans le long couloir, perdu dans ses pensées. Un homme de haut statut s'est avéré être l'incarnation de la vertu, une femme que j'ai voulu toucher au moins une fois dans ma vie. Sa soif de vivre et son courage intrépide ont profondément impressionné Christian. Plongé dans ses pensées, l'archiduc continua son chemin. Soudain, il demanda à son assistant où se trouvait la princesse Argan. Ruben a rapporté qu'elle se trouvait dans l'aile ouest du palais, avec le médecin. L'archiduc, plein de détermination, s'y précipita. L'assistant a essayé de le rattraper, mais en vain. Finalement, Christian a fermement décidé qu'il exaucerait son souhait. Le médecin, examinant attentivement la princesse déguisée, tâta son pouls faible, ce qui rendait très difficile l'établissement d'un diagnostic. Élisabeth, épuisée et à bout de force, inquiétait le médecin. La princesse a expliqué que c'était sa particularité, qui n'interférait pas avec la vie ordinaire. Cependant, le médecin a insisté pour qu'il fasse une analyse de sang, pensant que cela aiderait à établir un diagnostic précis. La princesse accepta, mais en même temps, son cœur se serrait d'anxiété. Le lendemain, tout le monde découvre sa tromperie. La tristesse enveloppait son âme. La nuit enveloppa le palais de silence et la princesse tomba dans un profond sommeil. Soudain, elle sentit la main d'un homme toucher son front. Ouvrant les yeux, elle vit Christian. Et elle exprimait à peine sa surprise à son apparition dans son rêve, s'il n'avait pas prévu de l'aider. Élisabeth était d'accord avec ses paroles. Sa vie aurait dû se terminer depuis longtemps, mais elle s'y accrochait toujours. Elle fit une promesse à l'archiduc qui était assis à côté d'elle. Lorsque sa tromperie sera révélée, elle mettra fin à ses souffrances. Au premier rayon du soleil, Élisabeth ouvrit les yeux. Elle vit devant elle le visage souriant d'une jeune fille qui saluait joyeusement son réveil. La princesse surprise lui demanda son identité. La fille s'est présentée comme étant Iveza, et désormais, elle est sa servante personnelle, prête à répondre à toutes ses demandes. La princesse stupéfaite ne pouvait pas comprendre. Pourquoi lui donne-t-on, à elle vouée à périr, une servante? Iveza a déclaré qu'elle était prête à répondre à toutes ses demandes. Choquée, Élisabeth demanda qui avait donné un tel ordre. La servante répondit que c'était bien sûr son Altesse l'archiduc. Cette nouvelle a choqué la princesse. Mais Iveza, comme si elle ne remarquait pas son choc, ajouta calmement qu'Élisabeth deviendrait bientôt sa femme. Ce matin-là, l'archiduc rendit visite à Élisabeth dans ses appartements. Il s'est enquis de son bien-être, l'informant qu'elle avait passé 3 jours inconsciente au lit. La princesse ne se souvenait que de fragments épars qui ressemblaient à un délire dû à l'épuisement. Elle se sentait mieux et fut surprise de constater qu'elle avait miraculeusement survécu. Christian a remarqué qu'atteindre un objectif était une tâche pénible et ennuyeuse. Si je pouvais me débarrasser du joug impérial en un seul accord, ce serait idéal. Élisabeth écoutait attentivement. Et l'archiduc a continué à souligner son aptitude exceptionnelle à conclure un accord. Son Altesse était une descendante du héros qui a vaincu le dragon. Et c'était un métis, dans les veines duquel coulait le sang de cette bête. Peut-être que leur alliance pourra apprivoiser le pouvoir de son sang de dragon. Élisabeth exprima son espoir avec hésitation. Christian rapporta que l'empereur croyait en leur nuit ensemble. Il a également soudoyé son médecin, qui va désormais poursuivre son traitement. La princesse alarmée tenta d'exprimer sa gratitude à l'archiduc pour avoir accepté son offre difficile. Il a répondu froidement que la gratitude était inappropriée. Après tout, ils s'utiliseront simplement l'un l'autre par consentement mutuel. Et leur union n'est qu'un mariage contractuel. L'archiduc a annoncé les termes de l'accord, fixant la durée de leur contrat à 6 mois. Et il demanda à la princesse la permission de le faire. Élisabeth y réfléchit. Elle comprit que l'empereur était trop méfiant. Et si son ventre ne s'arrondit pas pendant ce temps, il soupçonnera certainement quelque chose. Elle réalisa qu'elle devait exécuter l'ordre de l'archiduc et tomber enceinte dans les 6 mois. Elle a donc donné son consentement. En préparant les papiers, il a averti qu'en cas d'échec, il révélerait toute la vérité à l'empereur. Et alors son destin sera entièrement entre les mains de sa grâce. Son regard glacial et sa manière inébranlable de parler lui étaient familiers.
La triste princesse comprit qu'elle s'était préparée à une attitude aussi froide. L'archiduc a annoncé que lui et 2 chevaliers garderaient son Altesse pendant 6 mois. Élisabeth essaya timidement de parler, mais sa voix tremblait d'incertitude. Elle comprenait qu'il pourrait ne pas approuver sa présence. Ce ne sera probablement pas facile pour lui avec une femme non désirée. Cependant, la princesse supplia Christian de promettre qu'il ne la rejetterait pas. L'homme fut surpris par sa demande et resta silencieux. Élisabeth attendait avec anxiété une réponse. Finalement, avec un léger sourire, il répondit qu'il était content. Ce qu'elle a compris, c'est que les enfants n'apparaissaient pas de nulle part. La princesse se détourna et marmonna qu'elle n'était pas si stupide. Après quoi, ses oreilles sont devenues rouges et elle s'est sentie gênée. Christian lui a proposé une option. Si quelque chose les dérangeait, mettez sur papier leurs obligations et leurs responsabilités de ne pas les avoir remplies. La princesse parcourut rapidement des yeux le paragraphe qui mentionnait leur relation étroite. 5 fois pendant la période, au jour déterminé par le médecin. Elle réfléchit un instant. Cela signifiait 5 fois par mois et 30 fois en 6 mois. Elle pensait que c'était trop peu. Elle regarda donc Christian avec pitié et le montra du doigt. Ce chiffre doit être doublé, voire triplé. L'archiduc, passant sa main sur son front, demanda à son Altesse de simplement le lui montrer. Que leurs réunions auront lieu aussi souvent que les circonstances le permettront. Il ne voulait pas que cela ressemble à des devoirs, où la quantité était clairement définie. La princesse, pleine d'enthousiasme, accepta, et elle a rapidement corrigé ses exigences dans le document. Elle a écrit tout ce qu'elle pensait être nécessaire. Elle a ensuite annoncé qu'elle avait déjà finalisé la signature de l'accord. Le contrat a expiré le 1er octobre, lui donnant 6 mois pour concevoir. En cas de succès, le délai sera prolongé à 10 mois. Élisabeth réfléchissait à tout cela, étudiant attentivement les papiers. À ce moment, l'archiduc dit quelque chose d'important d'une voix calme. L'homme lui a assuré qu'elle pouvait partir à tout moment. Élisabeth demanda à nouveau, et il confirma, soulignant que si elle le pouvait, bien sûr. Elle est donc en sécurité pour le moment. Elle aura désormais suffisamment de temps pour trouver un moyen de retourner à Argan, et qu'elle ne peut pas laisser passer une seule chance. S'approchant de Christian, elle déclara fermement qu'elle abandonnait son intention de s'échapper. Cette déclaration l'a surpris. Quelques jours plus tard, le mariage de l'archiduc et de la princesse eut lieu. Ils se tenaient solennellement vêtus près de l'autel. Tous les présents attendèrent l'événement avec impatience. Élisabeth portait une robe luxueuse, mais son visage était voilé de tristesse. Elle se souvenait que si Andry avait vu cela, il aurait été stupéfait. Et je me suis souvenu de ses paroles, quand il a dit qu'il lui trouverait le meilleur homme du continent. Une bonne personne qui prendra soin d'elle, et elle portera la plus belle robe. Ils recevront des bénédictions devant tout le monde et ils auront le meilleur mariage. Le frère promit qu'il leur organiserait des fêtes plus luxueuses et plus grandioses que celles de l'empereur. Il lui a donc demandé de lui promettre qu'elle continuerait à prendre soin de sa santé. Élisabeth serrait fermement le bouquet dans ses mains tremblantes. Devant elle se tenait le courageux et bel archiduc. Le prêtre commença à prononcer un discours solennel, prétendant qu'en tant que représentant de Dieu, ils scellent leur union matrimoniale. Et en signe de confirmation du serment, ils doivent s'embrasser. La princesse frissonna de surprise. Le prêtre a insisté sur le fait que le baiser serait un signe visible de leur sincérité devant Dieu. Christian regarda la princesse. Il y avait une tension notable entre eux. La princesse rougit d'embarras, et l'archiduc ne la quittait pas des yeux. Il le transféra ensuite à l'empereur, qui observa leur union, assis sur le premier banc du temple. Christian se souvient de la conversation avec le Seigneur, qui a insisté sur la nécessité du mariage et de la naissance d'un héritier. L'empereur lui conseilla d'épouser une fille issue d'une famille noble. Si l'archiduc n'avait pas hésité à exprimer ses sentiments pour la princesse, les choses auraient pu se passer différemment. Mais Christian a essayé de dire quelque chose. Mais le dirigeant en colère a assuré que la situation ne devait pas être perçue de manière aussi tragique. L'empereur a affirmé que la princesse l'avait séduit pour survivre. Et lui, comme un simplet, céda. Le mot même « capitula » irrita Christian. Il serra fermement le poing, réalisant qu'il avait succombé à sa beauté et qu'il ne pouvait pas résister. Maintenant, il se tenait immobile, comme une statue de pierre. Soudain, la princesse s'approcha de lui. Elle posa sa main sur sa poitrine et murmura qu'il pouvait simplement faire semblant. L'archiduc ne comprenait pas ce qui le guidait, la pulsion ou l'instinct. En lui serrant la taille, il pensa aux avantages qu'il tirerait de ce mariage. L'homme répondit que s'ils avaient déjà décidé de franchir cette étape, ils devraient alors aller jusqu'au bout. Et lui serrant doucement le visage dans ses bras, il l'embrassa passionnément.
C'était peut-être un péché. Oser prendre possession de la princesse Argan à sa guise, mais il se livre à un baiser passionné. Ayant mentalement décidé que si tel est le cas, alors il est prêt à accepter les conséquences, et il n'y a aucune raison d'hésiter. La princesse tremblait pendant le baiser. Quand ils eurent fini de s'embrasser, Christian jeta un coup d'œil à ses subordonnés. Ils étaient stupéfaits. Puis il tourna son regard vers la princesse embarrassée. Le prêtre les a déclarés officiellement mari et femme. L'archiduc tenait la princesse confuse contre sa poitrine d'une main forte. Le monarque a annoncé la fin. Après la cérémonie de mariage, les jeunes mariés sont partis en voyage. La princesse fut envoyée au domaine de l'archiduc, tandis que celui-ci partait pour des affaires urgentes. Elle le regarda s'éloigner à travers la fenêtre de la voiture. Il semblait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit au domaine qui l'avait poussé à le quitter immédiatement après le mariage. Ivesa a remarqué avec admiration que son Altesse était magnifique dans cette robe. Elle était indignée que son mari n'ait même pas eu le temps de l'admirer comme il se doit. La princesse bouleversée suggéra que sa beauté n'impressionnait pas l'archiduc. La servante fut choquée par cela et commença à prouver le contraire. Elle a assuré que les chevaliers ne quittaient pas Élisabeth des yeux, malgré le fait qu'elle était la femme de leur maître. Et c'est inacceptable. La princesse fut surprise car elle ne le savait pas. Elle se souvenait de son baiser. Soudain, j'ai entendu sa voix. Il s'est tenu à la fenêtre de la voiture et lui a demandé de sortir. Effrayée, Élisabeth pensa que quelque chose de grave s'était produit, mais l'homme resta silencieux en réponse. Puis il caressa doucement son visage avec sa main forte. Et il a remarqué que le soleil n'était pas si chaud. Après tout, un long séjour dans une voiture affectera négativement sa santé. Il a suggéré que nous allions faire de l'équitation ensemble. La servante, frappée par leur proximité, leur jeta un coup d'œil. Plein de curiosité, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès des chevaliers de l'archiduc. La princesse se sentait mal à l'aise. Christian, la remarquant, retira soigneusement sa capuche sur sa tête. Je pensais que cela la mettrait plus à l'aise. Son inquiétude attira des regards surpris de la part des chevaliers. Bien que le soleil ne soit pas brûlant, il voulait protéger la princesse et décida de jouer la sécurité. Cependant, elle était indignée de ne rien voir et a exprimé son mécontentement. Il la rassura d'une voix douce, lui promettant de l'accompagner personnellement. Ils ont roulé comme un seul homme. La princesse est comme une fleur fragile, cachée dans l'étreinte puissante de l'archiduc. Son cœur se serra d'inquiétude pour sa santé. Il pensait qu'un long séjour dans un espace confiné ne pouvait qu'affecter son bien-être. Élisabeth sourit, ne partageant pas son inquiétude. Après tout, 2 jours en calèche ne lui semblaient rien d'extraordinaire. En la regardant attentivement dans les yeux, il fit une allusion. « S'il veut faire une promenade, n'hésitez pas à lui faire part de votre désir. » Christian sentit un léger voile d'ambiguïté envelopper ses paroles, et il chercha à dissiper son silence reclus. Cependant, la princesse, sans cacher ses sentiments, lui assura qu'elle était vraiment à l'aise dans la voiture. Elle est habituée à être seule. Après tout, elle a passé la majeure partie de sa vie dans sa propre chambre, où le silence et la solitude sont devenus ses compagnons fiables. L'archiduc, frappé par ces paroles, réfléchit un instant. J'ai essayé de comprendre comment une jeune fille pouvait volontairement s'enfermer dans sa propre forteresse. Mais elle a fermement nié cette hypothèse. Elle a affirmé que personne ne la retenait captive, à part son propre caractère, sa solitude et ses réflexions. La fragile princesse, restant longtemps dans la cour, risquait de tomber malade. Cependant, mon cœur était rempli de chaleur par les souvenirs de promenades dans le jardin avec mon frère. Des promenades occasionnelles dans le jardin dissipaient la morosité de sa vie quotidienne morne. Malgré sa joie, le lendemain matin, la princesse se sentait épuisée et malade. Ce jour-là, elle fut surprise de ressentir une légèreté inhabituelle dans son corps. Après 1 mois et demi d'emprisonnement, les traces des chaînes avaient presque disparu, ne laissant que de pâles ombres sur sa peau délicate. Christian examina attentivement ses mains. Elle est étonnée. C'est la première fois qu'elle voit une guérison aussi rapide. 10 jours se sont écoulés depuis ce moment terrible. Les paroles de son frère, pleines d'inquiétude, résonnèrent dans sa mémoire. Il lui a assuré qu'elle se rétablirait et lui a demandé de lui faire confiance. Andry avait raison. La princesse se sentait beaucoup mieux. L'archiduc exprima doucement son approbation. À sa question, il répondit évasivement que rien ne s'était passé. Il voyait sa résilience, mais il ne pouvait pas la comprendre. Comment une fille si fragile peut-elle être si forte? La disparition des traces des entraves parut longue. Il s'inquiétait de la façon dont son corps fragile résisterait à l'épreuve d'être un demi-dragon. Les pensées de Christian étaient remplies d'anxiété et d'inquiétude.
Il a donc suggéré de s'arrêter pour une courte pause dans un village voisin. La princesse, remarquant sa fatigue, supposa que l'archiduc était épuisé. Soudain, Ruben interrompit leur conversation, sachant que l'archiduc ne connaissait pas la fatigue. La princesse, sentant sa tension, pensa qu'il était fatigué après le long voyage. Soudain, Élisabeth ordonna au cheval de s'arrêter immédiatement, sentant qu'il était impossible d'aller plus loin. Son cœur était troublé par la prémonition que quelqu'un les observait. La tension comprimait l'air autour d'eux. La princesse indiqua la direction de midi et de 2 heures à droite. Soudain, un craquement se fit entendre dans les buissons et des flèches pleuvèrent sur eux. Christian prévient de l'attaque et ordonne de se préparer à la défense et d'emmener la princesse au centre. Ruben exécuta immédiatement l'ordre en la récupérant. La princesse, saisie de peur, s'agrippa fermement au manteau de l'archiduc, le suppliant d'être prudent. Son corps tremblait d'excitation. L'archiduc ordonna à son aide-de-camp d'agir rapidement, et il se précipita rapidement dans la direction d'où volèrent les flèches. Les chevaliers, formant un bouclier humain, protégeaient son Altesse, mais des flèches mortelles continuaient de pleuvoir depuis l'obscurité. Ruben ordonna à la princesse et à la servante de se cacher immédiatement dans la voiture. Remarquant les flèches empoisonnées, elle avertit le seigneur du danger. Sa mémoire la ramena aux terribles événements d'Argan, où elle avait déjà vu des armes similaires. Elle murmura que c'étaient les flèches du gel, sa voix tremblant de terreur. Le chevalier en colère se plaignait des barbares agaçants. Mais Élisabeth, tremblante de peur, sentit que c'était sa présence qui avait provoqué l'attaque. Elle se souvint des paroles de son frère. Il a parlé des cercles magiques sur son corps qui lui permettent de lancer des sorts défensifs et offensifs simples. Pour activer le cercle, il suffisait de poser une main dessus et de le nommer. La princesse, rassemblant ses forces restantes, porta sa main au cercle et cria à haute voix le nom d'Andrei. Instantanément, un dôme bleu vif s'est enflammé autour de la voiture. Christian, qui se trouvait à proximité, remarqua ce phénomène et comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une magie protectrice. En apparaissant, le prince Ugela déclara avec assurance que l'apparition de la magie était prévisible. Et il a laissé entendre à Christian qu'il savait pourquoi il avait intercepté la femme. Il a demandé si Élisabeth Isaac lui avait révélé un secret. Pourquoi l'empereur Argan valorisait-il sa sœur plus que lui-même? L'archiduc ne comprenait pas ce qui se disait, ce qui a amené Siat à penser qu'il était tombé amoureux d'un renard. Le prince ordonna à Christian d'arrêter les jeux amoureux et de rendre la tête de la princesse. Et il n'interférera plus avec les plans de l'archiduc. Christian serra les dents et refusa catégoriquement d'abandonner la princesse. Sa colère atteignit son paroxysme et il demanda au prince ce qu'il allait faire de sa tête. Il a averti Siat de ne même pas penser à faire une telle erreur, surtout en CE qui concerne une créature qui n'était pas humaine. À ce moment-là, la main de l'archiduc commença à prendre des traits semblables à ceux d'un dragon. Et d'une voix menaçante, il annonça qu'ils avaient attaqué sans crainte les chevaliers de Rottir. Il ne se souciait pas de savoir pourquoi ils avaient besoin d'une princesse, mais Christian ne supportait pas le regard dégoûtant du prince. Sa main puissante et laide attrapa l'homme par le cou, le soulevant au-dessus de lui. La main de l'archiduc, comme un éclair d'acier, transperça Siat. Et puis elle jeta impitoyablement le corps sans vie dans l'épaisseur de la forêt. Les derniers mots du prince furent un avertissement rauque adressé à Christian à propos du renard rusé, qui boira tout de lui et partira, et disparaîtra, comme l'empereur Argan. Le fracas momentané de la chute de la voiture brisa le silence. L'archiduc se figea, ses pensées plongeant instantanément dans l'abîme de peur que le char avait brisé en morceaux. Cachées dans la voiture, la princesse et la servante tremblèrent de terreur. Ivesta, pleine d'anxiété, n'arrêtait pas de demander si tout allait bien avec son Altesse. Soudain, un silence s'abattit, lourd et menaçant, préfigurant un désastre imminent. La servante remarqua à quel point sa maîtresse était effrayée. La princesse regarda ses mains et fut envahie par un sentiment troublant selon lequel la protection magique s'affaiblissait. Mon cœur s'est effondré d'inquiétude pour Christian. Comme une ombre, l'un des barbares s'approcha du chariot, avec l'intention de le pousser dans l'abîme. Élisabeth, remarquant cela, repoussa instantanément l'assistante. Ivesta a crié de surprise. Soudain, la voiture perdit pied et plongea de la falaise, portant son Altesse dans l'abîme. En entendant Ruben, l'archiduc se précipita pour aider. L'assistant a signalé l'affaiblissement de la barrière magique. Les ennemis ont saisi l'occasion et ont poussé la voiture. Le chevalier n'a pas eu le temps d'empêcher cela. Mais il apprit que son Altesse avait réussi à repousser Ivesta, la laissant seule dans la voiture. Pour accéder au lac, il fallait contourner la vallée. L'assistant a insisté pour une descente immédiate.
Mais Christian resta immobile, pensif. Il a suggéré que la mort de la princesse dans le lac était un acte de miséricorde. Après tout, un destin tragique l'attendait inévitablement. Que ce soit lors de l'accouplement avec un demi-dragon, que ce soit à cause d'une rupture de l'utérus dans l'enfance, ou sur la potence lorsque la vérité est révélée. Quoi qu'il en soit, Élisabeth Isaac était vouée à une triste fin. Ruben attendait l'ordre avec impatience. L'archiduc se retourna silencieusement et partit, les poings serrés. Accélérant soudainement, il sauta de la falaise. Alors qu'elle plongeait dans l'eau glacée, Élisabeth se demandait si c'était son dernier moment. Elle se demandait si Dieu avait vraiment choisi une telle mort pour elle. La princesse croyait que si la mort était inévitable, il serait préférable qu'elle survienne plus tôt. Afin qu'elle puisse préserver l'honneur de la princesse Argana, les mots de son frère, qui a donné sa vie pour la sauver, sont apparus dans sa mémoire. Il a supplié sa sœur de ne jamais perdre espoir. Son frère prétendait qu'elle était capable de prouesses qu'il était incapable de réaliser. Il avait hâte de l'entendre jurer qu'elle se battrait toujours. Élisabeth essaya désespérément de remonter à la surface. Luttant contre le courant froid, elle sentit l'eau remplir ses poumons. Soudain, l'un des cercles magiques dans son dos s'est activé, et elle a rapidement commencé à remonter à la surface. Sous l'eau, la princesse vit la main tendue de l'archiduc, qui n'a pas perdu de temps pour essayer de la sortir de l'eau glacée. Ils ont fini par arriver sur le rivage sains et saufs. De Christian, essayant de la ramener à la raison, lui insuffla doucement un air vivifiant. Ouvrant les yeux, Élisabeth vit le visage inquiet de l'archiduc. Son regard était plein d'anxiété. Il essayait de s'assurer qu'elle allait bien, mais ce qui a attiré son attention, ce sont ses yeux, clairs comme des lacs bleus. Avec le recul, elle réalisa que tout au long de cette période, il avait toujours pris soin d'elle. Seulement maintenant, après avoir vécu sa propre tempête, dont il avait été témoin plus d'une fois, la princesse ressentit la profondeur de son inquiétude. Christian la serra fort dans ses bras, la réchauffant de sa chaleur. Elle a dit que grâce à lui elle avait survécu à nouveau, qu'elle était toujours en vie. Il la serra encore plus fort dans ses bras. Dans le château d'Argan régnait un silence oppressant, comme avant une tempête. Le médecin, avec du regret dans la voix, annonça la nouvelle décevante. La vie de la princesse était en jeu. Elle était allongée sur le lit, épuisée et faible. Et son frère, accablé de désespoir, regardait impuissant la souffrance de sa sœur. Son corps brûlait et des souvenirs d'enfance pleins de douleur et de souffrance lui revinrent à la vie, comme des fantômes du passé qui la hantaient. Enfant, Élisabeth passait la plupart de son temps au lit. En regardant son frère, elle se réjouissait de sa santé et ressentait une envie silencieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi les maladies la rattrapaient si souvent. La princesse était agacée par la sensation constante de faiblesse et de douleur. La maladie a également modifié ses cheveux, les rendant ternes et sans vie. À chaque nouvelle maladie, la couleur de ses cheveux bruns devenait plus pâle. Avec sa sincérité caractéristique, Andry a apaisé les angoisses de sa sœur. Il m'a toujours assuré que ses cheveux étaient une véritable décoration. Son frère essayait toujours de réconforter Élisabeth, mais son cœur se serra de douleur lorsqu'elle vit son visage, défiguré par la souffrance. Au fil du temps, à mesure que la princesse grandissait, elle apprit à cacher son propre tourment, assurant à son frère qu'elle allait bien. Elle n'est plus une enfant et la maladie a régressé. Elle a dû réfréner sa jalousie brûlante, répéter encore et encore que tout va bien, mais elle n'avait aucune idée que ce silence lui causerait encore plus de douleur. L'incapacité de partager sa douleur physique a brisé son esprit. Elle était en équilibre sur le bord où la vie entrait en collision avec la mort. Élisabeth maudit sa faiblesse qui l'avait plongée dans l'abîme de la solitude. Le médecin, tel un messager du destin, apporta à la princesse un petit flacon de médicaments. Le mari a strictement ordonné qu'on les prenne goutte à goutte. Une surdose, compte tenu de sa fragilité, aurait pu être une potion mortelle. Mais un jour, dans un accès de désespoir, elle osa tout boire jusqu'au fond. En la voyant dans cet état, son frère fut stupéfait et dévasté. Il sentait que sa culpabilité pesait sur sa souffrance. Des sanglots s'échappèrent de sa poitrine. Sa voix tremblait. Il la supplia de ne pas partir, de ne pas le laisser seul avec ce monde cruel. Le frère se sentait impuissant, incapable de la sauver de l'abîme. Mais Andry, considérant le tourment insupportable qui la tourmentait, rassembla sa volonté dans un point et décida d'agir. Quand Élisabeth se fut un peu calmée, il annonça son intention: dessiner des cercles magiques sur son corps. Après l'avoir avertie de la douleur, il lui a demandé de la supporter. La princesse surprise demanda de quel genre de magie étrange il s'agissait.
Mais Andrei resta silencieux. Plus tard, il expliqua qu'il s'agissait d'un sort capable d'éradiquer la cause de sa maladie. À partir de ce jour, son frère dessinait chaque jour des motifs étonnants sur son corps. Cercles d'attaque, de défense, d'auto-guérison. Il a expliqué la signification de chacun d'eux, mais il gardait obstinément le silence sur ce premier et mystérieux cercle magique. Andrei cachait un profond secret sur le sort qu'il lui avait lancé ce jour fatidique. La princesse et ses compagnons, les chevaliers, s'arrêtèrent pour la nuit dans un petit village. Après avoir choisi un hôtel confortable pour vos vacances, Christian, trempé d'humidité, portait soigneusement la princesse trempée dans ses bras. La sentant trembler, il la déposa doucement sur le lit, comme un trésor. Élisabeth se demandait s'il était vrai qu'il resterait à l'hôtel pendant quelques jours. Elle s'inquiétait des affaires urgentes de l'archiduc, qui ne pouvaient pas attendre. Il répondit que le chevalier le plus fort ne resterait pas indemne après être tombé d'une falaise dans un lac. Mais la princesse a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Élisabeth fut surprise de constater qu'elle ne ressentait aucune douleur, pas même un soupçon d'os cassé. Un seul mot lui traversa l'esprit. C'était magique. Soudain, sa mémoire lui revint au moment où un cercle magique apparut dans l'eau, et son corps a réagi d'une manière étrange. À ce moment-là, Ruben frappa à la porte. Il annonça que le bain était prêt et demanda s'il pouvait y aller. Christian lui a ordonné d'être libéré. L'assistant a posé des questions sur la punition. Christian, élevant la voix, ordonna que de midi jusqu'au soir personne n'entre dans leur chambre, y compris lui. Élisabeth s'inquiétait du châtiment qui attendait les chevaliers de Rotira. L'archiduc expliqua calmement mais fermement qu'ils n'avaient pas exécuté l'ordre correctement. Ils n'ont pas pu protéger leur maître et ont donc dû subir une juste punition. Il lui a assuré qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il a également signalé qu'Ivesta avait subi une blessure au bras. Ce n'est pas significatif, mais ce n'est pas pratique pour elle de l'utiliser. Il a donc décidé d'assumer les fonctions de son assistant. La surprise de la princesse ne connaissait pas de limite. Ils devaient vivre dans la même pièce. L'archiduc se pencha plus près avec une expression sérieuse sur son visage. Il a indiqué qu'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'un mari et sa femme partagent la même chambre. Élisabeth baissa les yeux de honte. Elle lui a demandé comment il allait l'aider, car elle avait besoin de prendre un bain. La princesse, se sentant mal à l'aise, insista sur le fait qu'elle s'en occuperait elle-même. Christian toucha doucement son visage avec sa main courageuse et se pencha très près. Il sentit tout son corps trembler. Il a insisté sur le fait qu'elle devait se débarrasser immédiatement de ses vêtements mouillés. Élisabeth sentit une rougeur de honte envahir son visage. Elle murmura avec embarras qu'elle se débrouillerait toute seule. Il vit ses doigts trembler, à peine obéissants, et j'ai réalisé qu'elle était incapable de faire ça. Sans attendre la permission, il prit doucement sa main dans la sienne. Il lui toucha légèrement les lèvres et dit qu'il se laisserait aider. Je lui ai demandé de ne pas le repousser. L'archiduc lui assura que refuser son aide lui causerait une amère déception. Élisabeth réfléchit à sa détermination. Elle réalisa que même les tentatives les plus ferventes pour le repousser échoueraient. L'idée d'une intimité inévitable, de concevoir un enfant, la força à se résigner. La princesse hocha silencieusement la tête en signe d'accord. Il n'a pas perdu de temps et s'est approché d'elle. Il lui prit soigneusement la main et commença à l'aider à se libérer de ses vêtements mouillés. Le cœur d'Élisabeth battait à tout rompre, au rythme de la confusion et de l'excitation. Quand il jeta le drap sur ses épaules nues, elle aperçut une faible ombre de colère scintiller sur son visage. Mais elle ne pouvait pas comprendre la raison de ce changement soudain d'humeur. Trempée dans la chaleur du bain, la princesse réfléchissait à l'étrange incident survenu dans le lac. Elle était sûre qu'une force inconnue l'avait poussée. Les sensations étaient remarquablement similaires à celles qui accompagnaient ses premières tentatives de magie au camp. Une étrange sensation de changement se produisant à l'intérieur de son corps. Elle n'avait aucune idée de ce qu'Andrei avait fait exactement à son corps. Mais intuitivement, j'ai senti que cela était en quelque sorte lié à cette étrange impulsion. Christian se tenait derrière l'écran et lui demandait comment elle se sentait. Mais il lui a assuré qu'il était toujours prêt à l'aider si elle avait besoin de son soutien. La princesse, mal à l'aise, lui demanda avec pitié s'il était en colère contre elle. Il fut surpris par sa question et ne comprit pas de quoi elle parlait. Elle baissa les yeux et parla tristement. Que son comportement et sa voix lui semblent plus sévères que d'habitude. Élisabeth savait qu'elle méritait sa colère. Après tout cela est arrivé à cause d'elle. Parce qu'Ugel la visait. D'autres ont été blessés et ses plans ont changé. Elle était tourmentée par des sentiments de culpabilité, car elle lui causait constamment des ennuis. Elle a essayé de percer le mystère de sa propre essence, à la recherche d'une réponse à une question douloureuse.
Pourquoi était-elle toujours la cause de ses problèmes? Christian lui a assuré qu'il n'était pas en colère et lui a rappelé leur accord. Elle lui donne un héritier et il assure sa sécurité. La base de leur accord était l'assistance mutuelle. Il se considérait donc coupable de ce qui s'était passé. Et elle a reconnu son droit d'être en colère. L'archiduc n'aurait pas dû la laisser sans protection. C'était sans doute une erreur qu'en raison d'une impulsion momentanée, il n'ait pas pu quitter le champ de bataille à temps. L'impulsion qui obscurcissait son esprit n'était pas causée par une quelconque hostilité envers le royaume d'Ugel. Quelle indignation face à leur désir insatiable pour la princesse. Il ne pouvait pas la laisser être blessée à nouveau. Mais quand il vit la voiture tomber, une pensée lui traversa involontairement l'esprit. Ce qui est encore mieux. Christian se demandait s'il était normal que ses pensées soient si contradictoires. Et il a expliqué que tout cela s'était produit parce qu'il avait momentanément oublié son importance. Il a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter. La princesse, sortant de derrière le paravent, lui demanda s'il la considérait vraiment comme importante. L'homme resta silencieux un instant, puis parla doucement. Que de toutes les personnes qui avaient été sous sa protection, elle était la plus précieuse et la plus importante. Cela a été ainsi jusqu'à présent, et cela continuera ainsi pendant encore 6 mois, tant que leur contrat sera en vigueur. Il prit soigneusement une serviette propre et la drapa sur ses épaules. Élisabeth attrapa sa chemise et le supplia de ne pas la repousser. Elle n'a pas besoin qu'il fasse le premier pas, mais elle m'a demandé de ne pas la refuser quand elle en aurait eu le courage. Elle savait qu'il était le seul soutien qui lui restait. Après avoir tout perdu, la seule chose à laquelle la princesse pouvait s'accrocher était le contrat mal pensé qu'ils avaient conclu. S'il se détournait, elle disparaîtrait à jamais dans les eaux sombres du lac. Il n'y avait plus d'endroit sûr pour elle. Après tout endroit où il n'était pas présent se transformait en ce fond de lac, ce rocher mortel. Elle a supplié Christian de ne pas la confier à d'autres personnes, lui demandant de le lui promettre. En la regardant dans les yeux, en lui prenant la main et en la serrant dans ses bras, il lui fit une promesse. La nuit est tombée sur les chambres d'hôtel, plongeant tout dans le doux scintillement des bougies. La princesse dormait profondément, et Christian, assis à côté d'elle, étudiait attentivement les documents. Soudain, le silence de la pièce fut rompu par le marmonnement à peine audible de la princesse, qui s'est plainte d'avoir froid dans son sommeil et s'est mise à tourner. Il toucha soigneusement son visage et le sentit avec surprise, que malgré tous ses efforts pour la réchauffer, la chaleur s'échappait étrangement de son corps. L'archiduc embarrassé s'allongea à côté d'elle et la serra tendrement dans ses bras, en espérant partager ma chaleur, comme un bouclier pour la protéger du froid. Élisabeth se réveilla et frissonna en se retrouvant allongée sur sa poitrine. Il a expliqué qu'elle lui semblait gelée. La princesse le remercia avec surprise. Christian serra ses épaules et sa taille dans ses bras trapus et forts, et elle sentit la chaleur. Élisabeth dit doucement qu'elle était mal à l'aise dans cette position. L'homme à peine audible murmura, lui demanda de ne pas faire d'histoire et continua à la serrer dans ses bras. Elle sentit quelque chose de dur et fut remplie de confusion. L'archiduc lui demanda de ne pas y prêter attention, mais son embarras ne fit qu'augmenter. Essayant de désamorcer la situation, il a dit qu'elle pouvait percevoir cela comme une préparation. Après tout, c'est elle-même qui a insisté là-dessus. La princesse ne savait pas quoi répondre. Christian me serra fort dans ses bras. Elle s'assit sur ses genoux, sentant ses baisers chauds sur son cou, et une forte étreinte qui lui serrait les hanches. Élisabeth, se sentant mal à l'aise, s'éloigna. Retenant à peine son impulsion, il prévint. Si elle continue à bouger, la situation ne fera qu'empirer. Alors je lui ai conseillé d'arrêter. L'archiduc comprit qu'il devait être plus prudent. Après tout, la princesse est si fragile qu'elle peut être accidentellement endommagée. Il admirait sa beauté, enchanté. C'était comme si une œuvre d'art raffinée, créée par un maître surnaturel, lui était apparue. Son regard était plein d'admiration, ne quittant jamais les yeux de la jeune femme, ce qui reflétait la beauté qui lui était la plus précieuse. Alors et maintenant, éternelle, comme le ciel étoilé. Élisabeth s'assit à côté de lui, son bras autour de ses épaules, et il jouait doucement avec ses cheveux, respirant son arôme enivrant. L'homme ne la lâcha pas de sa forte étreinte. Il désirait cette proximité avec une soif insatiable, comme un corbeau qui a repéré un trésor brillant. Une semaine passa et ils partirent en voyage. La voiture les transporta à Rôtir, des terres de montagnes rudes et de forêts denses qui s'assombrissent au nord. La princesse contemplait le paysage. Ivesa a dit qu'ils étaient proches. Au sud, tel un ruban d'émeraude, s'étendait une plaine fertile, qui embrassait la rivière Ténè. Les hivers doux rendaient ces terres, malgré leur situation au nord,
aussi précieuse que celle du Sud. Le long voyage d'Élisabeth s'est terminé à la jetée, qui allait devenir sa maison pour les 6 mois suivants. Ils s'approchèrent du luxueux château. Le château était comme un géant, contempla Rotire. La terre consacrée par Banel. Aux portes ouvertes du château, ils furent accueillis par une foule de sujets, qu'ils ont accueilli avec respect et discrétion le retour de son Altesse l'archiduc. Christian, touchant à peine le sol, s'enquit aussitôt des événements survenus pendant son absence. Le majordome Alfred, avec tout le respect qui lui était dû, assura que la paix régnait dans le château, mis à part quelques problèmes mineurs qu'il avait déjà signalés dans des lettres. Sauber, son fidèle assistant, a ajouté que seules les informations de paiement avaient été accumulées. Mais ce qui les a le plus impressionnés, c'est Pattinson, la piscine principale du château, qui, s'inclinant profondément, exprima sincèrement sa joie de leur retour sain et sauf. Son regard alarmé ne passa pas inaperçu. Christian a demandé la raison. Madame baissa les yeux et fit une allusion. Que selon elle, quelque chose d'important s'était produit. Elle a reçu des nouvelles de sœur Reuben. Et elle était donc infiniment heureuse qu'enfin une maîtresse apparaisse à Rotire. L'archiduc sentit que quelque chose d'inhabituel se préparait. J'ai regardé attentivement Madame Pattinson révéler sans délai le secret. La princesse sortit de la voiture comme une fleur délicate. Ce à quoi Ruben lui tendit galamment la main. Tous les présents ont été agréablement surpris par son apparence. Le majordome, comme frappé par la foudre, confirma les rumeurs qu'il avait entendues. L'assistant était confus, il n'arrivait pas à y croire. Ce chrétien s'est marié sans prévenir. Alfredo inclina respectueusement la tête et fit une remarque. Étant donné leurs emplois du temps chargés, ils n'auraient pas le temps pour cela. Cependant, considérant que son Altesse l'archiduc s'est marié, Pattinson voulait savoir qui était cette mystérieuse femme apparue de nulle part. Christian annonça la fin des salutations et invita la princesse à faire une promenade autour du château. Il lui tendit la main, mais elle refusa. Élisabeth a insisté pour qu'il s'occupe de ses affaires, parce qu'à cause d'elle, il a été obligé de changer ses plans. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. L'archiduc a averti la princesse de l'architecture complexe du château, où il était facile de se perdre. Elle savait qu'elle pouvait se tourner vers le chevalier ou vers Iveza pour obtenir de l'aide. Christian lui a rappelé que même Ruben ne pourrait pas la protéger. La princesse a exprimé sa surprise que le château puisse être un endroit dangereux. Il a expliqué que même si le château n'était pas dangereux, d'autres ne sont pas conscients de sa présence, et il ne pouvait pas leur permettre de la servir sans ses instructions. Au fil du temps, ils apprendront. Et l'archiduc ne pourra pas toujours l'accompagner. Il n'était pas d'accord. Élisabeth insista pour qu'il ne se laisse pas distraire par des bagatelles. Avec colère dans la voix, Christian objecta, montrant que la situation est bien plus importante qu'il n'y paraît. Mais la princesse ne l'écouta pas. Pattinson a noté que le haut fonctionnaire s'était toujours distingué par son entêtement. Mais la nouvelle maîtresse ne semblait pas être une femme ordinaire. Élisabeth lui a assuré qu'elle pouvait s'en occuper elle-même, afin de ne pas lui causer de problèmes inutiles. Il s'y est opposé, insistant sur le fait que c'était son devoir. Cependant, elle a insisté pour contacter quelqu'un du château. Par exemple, au majordome ou à la femme de chambre en chef, si le besoin s'en fait sentir. À ce moment, Alfredo apparut, proposant d'accompagner son Altesse. Elle le remercia et exprima le désir de voir la tour principale puis sa chambre. Le majordome s'inclina et l'invita à le suivre, ajoutant qu'il aimerait la présenter à ses servantes personnelles. L'assistant de Christian s'approcha de lui, remarquant la fatigue sur le visage de son maître. Il lui a suggéré de se reposer et de se rafraîchir au bureau. L'archiduchesse, comme il l'appelait, était avec Alfredo. Cependant, l'archiduc ordonna strictement qu'elle soit appelée princesse, soulignant ainsi son statut temporaire. Alors que nous montions vers la tour principale, le majordome nous a avertis de la raideur des escaliers. En raison des attaques fréquentes, les chambres ont été obligées d'être situées au sommet de la tour. Il a parlé de Christian à la princesse, qui, tel un prisonnier, passait la plupart de son temps dans son bureau. Élisabeth réfléchissait en observant le paysage environnant. Que cette terre était vraiment à la hauteur de son nom, la considérant comme la cachette parfaite. Mais elle comprit qu'elle ne devait pas perdre sa vigilance. Après tout, ses illusions d'enfance sur la beauté infinie du monde se sont brisées avec les murs d'argon. Soudain, Christian les rattrapa dans les escaliers. Son retour rapide surprit la princesse. Son cœur se serra d'anxiété et il ne put rester loin. Elle était surprise et n'a pas remarqué à quelle vitesse le temps passait. D'un doux contact de main forte, Christian lui demanda de ne pas le repousser. Il lui rappela, comme elle le disait elle-même, que ses affaires exigeaient toute son attention. Mais sa mauvaise santé ne lui permet pas de se concentrer.
Élisabeth s'appuya contre son épaule, lui assurant qu'elle n'avait aucune intention de le repousser. L'archiduc remarqua sa fatigue. Mais elle lui a demandé s'il avait des difficultés à monter ses escaliers. Il a répondu en plaisantant qu'il ne les avait jamais escaladés aussi vite. Dans les appartements de la princesse, Ivesa rapporta que l'archiduc semblait être retourné à son bureau. Elle apprit également par les domestiques que la dame avait eu une journée difficile, et elle lui a proposé de lui préparer un bain pour qu'elle puisse se détendre. Soudain, la porte s'est ouverte et Rebecca Pattinson et ses servantes sont entrées. Elle a expliqué qu'elle les avait amenées pour servir la princesse, et elle m'a assuré qu'elle les avait soigneusement préparées, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Élisabeth exprima son mécontentement face au grand nombre de serviteurs, croyant qu'Ivesa et un assistant supplémentaire lui suffisaient. La femme de chambre principale a cependant insisté sur le fait que 2 personnes ne seraient pas suffisantes, compte tenu de l'état de la princesse. Elle a également signalé une personne de rôtir, le vieil homme qui était ravi de son arrivée. Pattinson a ajouté que son Altesse n'était pas une personne simple. Elle supposait que la princesse était fatiguée après le voyage. La femme de chambre en chef annonça qu'elle avait amené avec elle le docteur du château de Retiro. Après tout, le médecin qui les accompagnait depuis Banella avait besoin de repos. Pour éviter d'éventuelles complications, l'état de sa taille aurait dû être vérifié immédiatement. La princesse, ne s'attendant pas à une telle persistance, fut étonnée par les actions de la dame. L'anxiété, telle une vague de froid, envahit le corps de la princesse. Un examen du médecin de Retiro aurait pu révéler l'absence de grossesse, ce qui la rendait vulnérable. Ce soupçon n'ont fait que se renforcer lorsqu'elle s'est souvenue de la persistance de Madame Pattinson, qui semblait chercher personnellement à vérifier son état. Alors Élisabeth, sentant un piège, insista sur le fait qu'elle voulait d'abord régler les choses avec son assistante, reporter l'examen jusqu'au retour de son médecin. Elle a fait valoir qu'il n'y avait pas de nécessité urgente de procéder à un examen à ce moment-là. Mais Madame n'a pas reculé, insistant sur le fait que cela ne prendrait pas longtemps, et elle a poliment demandé d'accepter sa persistance comme une manifestation de l'inquiétude de l'hôtesse. La princesse la regardait en silence. Élisabeth réalisa que ce n'était pas son château natal, où tout le monde recherchait sa faveur. Elle a accepté l'examen, voulant en finir le plus vite possible. Le consentement de la princesse fut une agréable surprise pour Pattinson et le médecin, et ils exprimèrent leur gratitude par une profonde révérence. Le médecin se pencha sur la princesse, examinant anxieusement son état. Le pouls était à peine perceptible, sa faiblesse suscitant l'inquiétude du médecin. Il a insisté pour qu'elle fasse immédiatement un test sanguin, afin d'avoir une idée complète de l'état de son corps. Un Pattinson inquiet a soutenu l'idée. Soudain, Ivesa, étouffée par l'indignation, s'exclama que cela dépassait déjà toutes les limites. Sa colère était compréhensible. Ils allaient piquer avec une aiguille un homme qui n'était pas remis du voyage épuisant. L'assistant n'a vu aucune logique à effectuer immédiatement une analyse de sang. Même s'ils prélèvent un échantillon, les résultats ne seront pas disponibles instantanément. Ivesa ordonna au médecin de partir, lui assurant que l'examen pouvait attendre. Élisabeth, se sentant faible, expliqua une chose. Qu'aucun médecin ordinaire ne peut percer les mystères de son état, seul son propre médecin peut le faire, qui est choisi par son maître. Il pouvait pénétrer les profondeurs d'une condition difficile. Elle a donc insisté sur le fait que se précipiter pour vérifier le pouls était une perte de temps. Ivesa continuait à s'indigner sans retenue, qu'il rapporte tout cela à son maître sans ménagement. Madame baissa la tête et demanda pardon pour cette impolitesse. Élisabeth, d'une voix autoritaire, exprima son désir qu'il ne lui reste qu'une seule servante. Elle a expliqué qu'elle n'aime pas quand il y a plus de 2 ou 3 personnes autour d'elle. Trop de monde présent la rend mal à l'aise et épuisante. À moins, bien sûr, que cette demande ne porte atteinte à la réputation de la famille. Les femmes de chambre amenées par Pattinson commencèrent à chuchoter, lançant des regards mécontents. Élisabeth remarqua avec une expression de colère qu'elle ne voulait pas répéter la même chose. Et elle a demandé si la femme de chambre en chef avait tout compris. La dame, ayant disparu, baissa la tête avec soumission. Elle a dit tranquillement qu'ils exécuteraient sans condition la volonté de son Altesse. Ivesa, incapable de contenir sa colère, fit des reproches à la princesse, prétendant que ces personnes ne méritent pas son service. Et elle a insisté pour tout rapporter à l'archiduc. Élisabeth, perdue dans ses pensées, réalisa que ces personnes sont désormais son cercle le plus proche. Mais elle ne ressentait aucun soutien de leur part. De plus, Madame Pattinson semblait trop expérimentée et perspicace. Qui sait, peut-être voudrait-elle informer l'empereur de sa grossesse. C'est pourquoi, pour se protéger, la princesse prit une décision ferme, qu'elle doit tout faire pour gagner les faveurs d'Ivesa.
Élisabeth rappela à l'assistant le moment où la voiture était tombée de la falaise. Et comment, en se risquant, elle l'a sauvée. Ivesa est pleine de gratitude. Elle ne pouvait pas oublier la gentillesse. Après tout, sans la princesse, elle n'a pas survécu, seulement avec un bras cassé. Son Altesse lui suggéra alors de changer de maître pour récompenser la vie qu'elle avait sauvée. Ivesa, stupéfait par la proposition inattendue, resta silencieux. La princesse ne perdit pas de temps à expliquer que même si elle la servait, elle restait fidèle à l'archiduc. Élisabeth lui assura qu'elle n'avait aucune intention de le trahir. Elle demandait simplement de l'aide pour se protéger à l'intérieur des murs du château. Le cœur de la princesse se serra d'anxiété. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas tromper éternellement sa servante, qui était toujours là pour elle. Ivesa était la seule à qui elle pouvait confier son secret. Son Altesse a donc décidé d'être franche. En fait, elle n'attendait pas d'enfant. Ces mots résonnèrent pour la servante comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Le silence qui s'était installé fut rompu par des pas qui s'approchaient inexorablement. Ils ont annoncé la comparution d'un témoin. La silhouette d'un médecin apparut sur le pas de la porte. Un gardien silencieux de secret qui pourrait confirmer la tromperie de la princesse. Oui, ce médecin a été envoyé par l'archiduc lui-même. Avant de lui confier une telle mission, il la consulta longuement, décrivant toutes les circonstances en détail. La femme m'a écouté attentivement et m'a rassurée. Si la princesse bénéficie d'un sommeil paisible et de repos, aucune complication ne surviendra. Il semblait donc qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Après tout, les chocs subis n'auraient pas dû laisser de traces néfastes. Christian a demandé si le médecin avait transmis ses paroles à la princesse. Elle a livré chaque détail comme il l'avait ordonné. Et tout ce qu'elle savait, ainsi que ses paroles. Son visage se fronça tandis qu'il lui demandait quelle était sa réaction. Le médecin l'a dit il y a quelques heures alors qu'elle exposait les faits. Ivesa a exprimé sa profonde inquiétude quant à la santé de la princesse. Mais la femme rassura et calma la servante et son Altesse. Lorsque le fœtus demi-dragon se développe suffisamment et prend forme humaine, il deviendra une source de danger, car son Altesse est un CA exceptionnel. La plupart des dragons méprisent les sang-mêlés et les hommes-dragons, les considérant comme des monstres. Après tout, le corps de la mère n'est pas capable de résister à leur force. Même si le bébé peut se développer dans l'utérus pendant 10 mois, le corps de la mère sera épuisé par la puissance du demi-dragon qui grandit en elle. Le fœtus a impitoyablement épuisé la mère, la privant de toute vitalité. Cela ne lui laissera aucune chance de survivre à l'accouchement. En conséquence, l'enfant quitte le ventre de sa mère de manière indépendante et naît. L'assistant a été profondément impressionné. La princesse se souvint que c'était pour cela que Christian l'avait un jour prévenue de la mort terrible qui l'attendait. Elle est obligée d'accepter cette réalité. Élisabeth demanda au docteur avec une anxiété cachée et une certaine curiosité. À quoi faut-il faire attention exactement lorsque vient le moment de l'intimité avec un demi-dragon? La femme, confuse par ce qu'elle entendait, expliqua qu'il y avait certains dangers dont il fallait se méfier. Il y a eu un jour fatidique, lorsque la rage du dragon qui sommeillait dans leur sang se libère, les obligeant à semer la mort et la destruction parmi les gens. C'est peut-être le moment où l'archiduc quitte précipitamment les murs de son château. Et c'est à ce moment-là que le temps de la rage du dragon arrive, le faisant disparaître soudainement. Leurs saccages ne cesseront pas tant qu'ils n'auront pas étanché leur soif de sang ou trouvé du réconfort dans les bras de leur bien-aimé. C'est pourquoi les dragons sont si vulnérables à leurs impulsions. On sait également que leur passion pour les gens ne connaît pas de limite et qu'ils sont implacables dans leurs désirs. Ivesa, incapable de contenir son indignation, se précipita vers la princesse avec des reproches. Prétendre qu'une telle connexion était une folie, portant en elle la mort. Elle a supplié Élisabeth de reconsidérer sa décision. Mais la princesse savait que le chemin du retour était coupé. Elle ne se préoccupait pas de moralité, mais de compatibilité physique. Elle espérait l'intrépidité de son corps. Et au fond de moi, je nourrissais l'espoir d'un miracle. Le médecin avait peur que ses paroles ressemblent au marmonnement d'une vieille femme. Elle se sentit obligée d'avertir l'archiduc. Malgré le fait que la princesse était en convalescence, elle n'était pas aussi forte que les femmes ordinaires. Alors, quand il le voudra, il partagera le lit avec elle. Le médecin lui a demandé d'être prudent et doux. Il lui semblait que son Altesse était loin des plaisirs charnels, et encore moins de l'intimité. Christian haussa un sourcil de surprise et demanda pourquoi il avait été brutalement étreint. Mais le médecin rejetait résolument toute allusion à la folie. Après avoir réfléchi un instant, il parla. Que s'il ne le savait pas, il n'aurait pas eu à traverser tant de difficultés. Puis, sans attendre de réponse, il lui ordonna de partir.
L'archiduc décida qu'il était nécessaire de garder ses distances avec la princesse pendant un certain temps. Soudain, on frappa à la porte. Madame Pattinson, désireuse de partager ses pensées, entra dans le bureau. Ils ont passé du temps autour d'une tasse de thé aromatique, plongés dans le silence de la conversation. Christian lui rappela son ordre de traiter la princesse avec le même respect qu'il lui témoignait. Mais il savait qu'elle avait secrètement amené le docteur Rotiro dans ses appartements. Madame, se sentant coupable, baissa la tête avec soumission. Admettre son erreur et demander pardon. Il remarqua que sa honte était sincère et profonde. Madame Pattinson, dans le rôle de son ancienne nounou, j'ai ressenti un besoin urgent de partager des mots importants avec lui. Elle rêvait que son cœur trouverait le véritable amour, qu'il n'appartiendrait qu'à une seule femme. Pour qu'il puisse connaître le bonheur qu'il mérite, Madame se souvenait d'un petit garçon de 9 ans, qui a franchi le seuil du château impérial de Banella. Son regard était vide, mais un vif désir de pouvoir brûlait en lui. À ceux qui avaient un rang élevé, en particulier l'empereur, Pattinson a remarqué que son regard, dirigé vers la princesse, était le même. Comment il regardait autrefois l'empereur? Il y avait une étrange combinaison de vide et de désir dans son regard, le même qu'à ce moment-là. Quand Christian regarda Sa Majesté, elle n'a donc pas hésité et a demandé directement. La considérait-il comme un simple sujet à obéir? Ou un véritable partenaire de vie, égal à lui?